c'est vrai qu'il y a un peu ce côté aussi où je me dis, j'aime bien avoir ma méthode, tu vois, dans une ère où tout le monde est à la salle, bah moi je vais m'entraîner dehors, tu vois. Si tu penses que les bodybuilders sont des bons à rien, bah dis-le, enfin, tu vois. En fait, ce qui est incroyable, c'est plus la discipline que tu vas mettre, l'intensité, la régularité, tu vois. Et ça, mélanger, bah ça va faire que tu auras un physique incroyable sur le long terme. Un peu Tu vas te mettre à dos les bodybuilders, les crossfitters, les aeroxers. Attends, est-ce que tu peux montrer aux viewers tes abdos? Tu veux que je me lève là? Non, tu soulèves le t-shirt. Je sais pas si... Je sais pas, bon, là, si c'est la meilleure lumière. Ouais, si frérot, crois-moi, c'est bien. Moins d'1 heure en duo, donc sur l'Aerox à Paris. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est annoncé? Ouais, c'est dit? C'est dit. Tu bégayes pas? Non. Tu reviens pas en arrière? Non. Ok, eh ben on va suivre ça, hein. Nico Sangohan, ça dit quoi? Écoute, on est là, hein, tout fraîchement arrivé là sur Dubaï. Ça fait à peu près une dizaine de jours. Donc on s'acclimate petit à petit, on prend nos repères pour le training, on découvre des petits spots sympas pour le running, pour les trainings en extérieur et puis tranquille. Hein. Moi j'ai envie de te poser une première question déjà. Vas-y mon frérot. Est-ce que tu t'es entraîné ce matin? Bien sûr. Parce que tu as une congestion qui est insolente là. Je sais pas si les... Je pense que vous voyez les gars, mais je t'avoue, ça me vexe un peu, tu vois. D'habitude, je suis, on va dire, le plus balèze dans le podcast. Mais là, frérot, c'est insolent, la shape, là. Ouais, bah tous les jours, hein, c'est ma ligne de conduite. Je le dis toujours en story, je mets le hashtag tous les jours. Ouais. C'est plus une motivation que vraiment un training. C'est plus un état d'esprit, en fait. Ça veut pas dire que tu es obligé de te buter tous les jours, mais fais une activité tous les jours. Okay. Fais un circuit abdos, va marcher 1 heure, fais un peu de vélo. Ouais. Tu vois, c'est pas forcément un training, tu vois, super intense, faire une séance de fou. Mais juste le fait de se dire, OK, tous les jours, donc là, je bouge un peu, je fais de la mobilité, un circuit abdos, tu vois, c'est déjà gagné. C'est mieux que rien. Le corps, il a besoin de bouger. Se mettre en mouvement, quoi. Se mettre en mouvement, exactement. Et c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Toujours, tant que j'ai la santé, bah, bouger, quoi, un maximum. Du coup, ton daron, c'est Sangoku ou pas? Non, mon daron, c'est pas Sangoku. Et je pense pas qu'il connaisse Dragon Ball Z. OK. Parce que, étant d'origine serbe, ayant des parents un peu d'une autre génération et d'un autre pays, je pense pas qu'ils connaissent, mais... D'accord. C'est une inspiration aussi, Dragon Ball Z en tout cas. Alors, avant qu'on fasse connaissance avec toi, moi ça m'a toujours intrigué, ce Nico Sangohan. Pourquoi ce choix? En fait, Sangohan, pour dire, c'était un grand du quartier où j'habitais, tu vois, qui m'avait surnommé comme ça quand j'étais jeune, parce que j'étais déjà, on va dire, assez développé physiquement. Je faisais un peu de muscu, déjà un peu de boxe. Il me disait, oh, Sangohan, ça va. Et j'avais gardé ce truc, tu vois, pour le côté, c'est le jeune balèze, quoi, comme dans des BZ, tu vois. C'est le Sangohan, c'est le jeune. C'est un peu balèze. Le jeune prometteur, ouais. Jeune prometteur, voilà, c'était un peu ça, ouais. Donc finalement, tu as par choix, je pense, jamais communiqué ton nom de famille sur les réseaux. C'est un choix aussi, j'imagine. Ouais, c'est un choix aussi, parce que j'aime rester, tu vois, assez distant sur la vie privée, tu vois. D'accord. Mais ouais, et je trouve que ça collait bien, tu vois, Nico Sangohan, et puis voilà. Donc, t'as 25 ans. C'est ça, donc je suis de 99, là on est en novembre, donc j'aurai 26 ans en décembre. Purée, ça me met une claque, hein. L'ancien. Je suis vraiment un ancien, hein, frérot. Alors, parce que tu dis dans plusieurs vidéos que tu es de Grenoble, mais est-ce que tu es réellement de Grenoble? Ouais, non, je suis de Chambéry en fait. D'accord. Des fois, je dis Grenoble, pourquoi? Parce que les gens connaissent pas trop. En fait, je suis entre Lyon et Grenoble, tu vois. C'est les villes un peu plus grosses, c'est pour ça que des fois je dis Grenoble. Chambéry, c'est connu quand même, Chambéry. Ouais, mais il y a aussi plein de fois des gens qui me disent, ah ouais, c'est où, je connais pas. Que quand je dis Grenoble, c'est à 30 minutes, hein, Grenoble, 20-30 minutes. Tu sais, tout de suite, ils géolocalisent mieux le. C'était en Isère. Savoie. Savoie, d'accord, ok. Bon, est-ce qu'on peut dire que tu es un peu un phénomène des réseaux sociaux? Je sais pas. Phénomène, en tout cas, tu as une grosse communauté, tu as quand même 200 000 abonnés sur Instagram. Je me suis lancé il y a maintenant 4 ans, je crois. Ça a plutôt bien marché, donc j'ai commencé à partager mes entraînements un peu. Et puis ouais, je continue tous les jours d'alimenter ça. Et en tout cas, si on peut inspirer des personnes, c'est gagné, quoi. Bah écoute, j'ai aucun doute que ça se passe comme ça. Enfin, en tout cas, moi, le jour où j'étais tombé sur ton profil, je ne saurais plus dire quand ou comment, mais c'est le physique, tu vois, tout de suite qui m'avait interpellé. Je me suis dit, waouh, il est solide lui, tu vois. Donc, si je devais un peu te présenter plus en profondeur, tu es coach sportif, j'imagine, de profession, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Et puis, tu es aussi objectivement athlète, enfin, un titre perso dans je me considère dans comme le soin que tu apportes à ton corps et à tes entraînements. Ce qui te caractérise, je dirais, c'est le street workout, le calisthenics, le poids de corps. C'est pour ça que les gens me suivent, tu vois, me reconnaissent dans ce milieu un peu de la muscu du sport. C'est par mes entraînements en fait en extérieur.
Donc moi, j'aime plus dire poids de corps que street workout. Parce que street workout, pour moi, tu vois, c'est plus une discipline, en fait, tu vois. Des mecs qui vont faire des figures ou qui vont faire des challenges, des choses comme ça. Moi, je suis juste un mec qui s'entraîne au poids du corps, qui a sa méthode, même si j'ai rien inventé. Hein. Je fais des tractions, je fais des dips, je fais des pompes, mais un peu à ma sauce, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que je suis un mec qui m'entraîne au poids de corps. Et puis, je fais d'autres choses à côté, comme de la course à pied aussi. Donc, tu ne t'inclus pas dans une famille en particulier Ça, c'est aussi une part de mon identité. En fait, j'aime pas m'inclure dans des cases comme ça. Me dire, OK, moi, je suis un mec du street, un mec du crossfit, un mec de l'Irox ou des trucs comme ça. Je suis un mec, tu vois, qui fait ce qu'il aime, tu vois. De la course à pied, de la muscu au poids de corps, et puis voilà, quoi, qui kiffe tout simplement. Pas d'étiquette. Pas d'étiquette, voilà, c'est le mot d'ordre. Ouais. Bah en tout cas, c'est un point de vue que je partage. Alors, du coup, ma première question, c'est si t'aimes à ce point-là le poids de corps, pourquoi ne pas se tourner vers la gymnastique ou du moins, mon autre question, c'est est-ce que tu as déjà fait de la gymnastique en tant qu'activité physique ? Alors, j'ai jamais fait de gymnastique. Quand j'étais jeune, au moins, je m'étais intéressé un peu au salto, aux trucs comme ça, et puis j'avais un peu lâché après. Je te parle de ça, j'avais 13 ans par là. Et ce que je recherche, moi, c'est plus le côté muscu, on va dire, du poids de corps. Et la gymnastique, c'est plus axé figure, tu sais. Et moi, c'est vraiment plus le côté muscu, performance, enchaîner des reps, des circuits, tu vois, pumper, développer son physique. C'est plus ce côté-là, tu vois, que le côté artistique. T'as jamais eu la curiosité, je sais pas, de te dire, tiens, je vais me tester à la croix de fer aux anneaux ou des choses... Franchement, non, c'est pas des trucs qui m'intéressent plus particulièrement, tu vois. D'accord. Je préfère rester dans ma zone, tu vois, là où je me sens bien. Ouais. Et je me dis, bah, c'est pas un truc qui me rendrait plus heureux de savoir faire le drapeau ou qui me rendrait plus riche ou quoi que ce soit. Donc je me dis, je préfère rester dans ma petite zone, dans ma petite routine d'entraînement. Ouais. Et puis voilà. Du coup, tu as 25 ans, donc tu es jeune objectivement. Tu as quoi comme background pour avoir un physique aussi impressionnant à ton âge ? Alors moi, j'ai commencé le sport par la boxe thaï. J'avais 12 ans à l'époque. Et avec du recul, je pense que ça m'a bien forgé. Parce que c'était un entraîneur à l'ancienne, tu vois, un Cambodgien. Et j'étais le seul ado, tu vois, avec minimum des mecs de 19 ans et tout. Et au début, on était 50, je m'en rappelle, même plus. Et au bout d'un mois... 50 dans le cours ? Ouais, on était plus que 20 ou je sais plus. Et je me disais, ah ouais, donc j'ai fait partie des mecs qui n'ont pas lâché parce que c'était très physique. C'était des entraînements à l'ancienne, corde à sauter 30 minutes, pieds nus sur du béton. C'est la marche des canards par terre, les squats, là, tous ces trucs... Jusqu'à épuisement finalement. Jusqu'à épuisement et pas tant technique que ça. D'ailleurs, ça a été un de mes regrets. En fait, j'ai pas assez exploité pour moi le côté technique de la boxe parce que ce mec-là, cet entraîneur, c'était beaucoup physique, tu vois. D'un côté, je suis content parce que ça m'a forgé. Mentalement, ça m'a donné le goût de l'effort dès un très jeune âge. Mais j'ai moins expérimenté le côté technique. Par exemple, j'ai combattu qu'une fois, je crois. Et j'avais gagné. Mais j'ai pas eu d'autres compètes. T'avais quel âge quand t'as combattu ? J'avais 12 ans. Ok. Parce que c'était mal organisé, c'était un club de quartier, tu sais, donc c'était pas forcément un truc super carré, tu vois. Je sais même pas s'il avait le diplôme, l'entraîneur, pour dire. Après, bon, ça m'a pas empêché de... Ouais, après, il y a quand même des beaux clubs dans les quartiers. Hein. Enfin, je pense à certains clubs à Lyon et tout, tu vois. À Lyon, c'est quand même plus développé. Chez moi, c'était un peu moins le cas, mais c'était bien, en tout cas, tu vois, je regrette pas. C'était une bonne période de ma vie où j'ai pu, tu vois, me défouler, me forger physiquement. En plus, j'étais fan, tu vois, de base, des mecs comme Bruce Lee, Van Damme, qui avait à la fois le physique et à la fois savait se taper et tout. Et du coup, ça m'avait pas mal hypé, tu vois, à l'époque, ce délire. Ouais. Et pourquoi t'as arrêté, du coup ? Le club a fermé, tu vois, il a un peu coulé. Ok. C'est l'entraîneur, il venait plus. Parce que il avait un autre métier, je crois qu'il tenait un bar ou je sais plus ce qu'il avait. Ok. Et moi, ça m'avait un peu saoulé. Parce que déjà, à cette époque, j'étais très discipliné. Et quand il arrivait en retard, ça me saoulait. Quand il disait, OK, là, il y a compète, il n'y avait même pas compète, ça me saoulait. Du coup, ça m'avait un peu démotivé. Et puis finalement, le club a un peu coulé. Il changeait souvent d'entraîneur ou c'était même pas des entraîneurs. Après, c'était des mecs qui venaient un peu comme ça donner des cours, mais c'était plus freestyle, quoi, tu vois. Et du coup, pour rebondir après sur la suite, je me suis lancé dans l'athlétisme parce qu'il me fallait un truc où je pouvais me défouler, un truc que j'aimais bien. J'aimais bien le sprint, tu vois. J'aimais bien le côté puissance, explosivité. Et tu sais, pour moi, les sprinteurs, c'est un mec qui est champion du monde de sprint. Je considère comme si c'était un mec qui était champion du monde de boxe, poids lourd, tu vois. Il a un peu le même statut pour moi. Tu sais, t'es champion du monde du 100 mètres, c'est la classe. Tu sais, ça inspire la puissance. Tu sais que j'avais jamais pensé à cette analogie. Le respect, moi, c'est une bonne analogie, je pense, tu vois. Ça fait vraiment sens. En termes de statut, tu vois, c'est un peu la même prestance. Et j'aimais bien.
Ce côté et qui plus est, ça intestable, quoi. Ouais, et ça correspond plus à ma prédisposition dans le sport, à savoir les efforts intenses, courts, explosifs, plutôt que le demi-fond ou d'autres trucs que j'aurais pu faire. Et ça fait que je m'étais lancé aussi dans ça et j'avais bien kiffé. J'avais fait 2-3 compètes, donc là j'avais 14 ans quand je me suis lancé. Donc je faisais un peu des compètes par là, régionales. Je crois qu'au 100 mètres, je devais être en 11-30, un truc comme ça, tu vois. Donc j'étais bon, j'étais pas non plus le mec le meilleur de la région ou quoi. Mais pour un mec qui commençait, je trouve que c'était bien, tu vois. Je prenais du plaisir. Et après, j'ai eu une blessure à l'ischio, du coup, dû à ça, parce que le sprint, il faut savoir que ça tire pas mal sur les ischios. Donc soit tu as de la chance et tu arrives à résister, ou soit tu te pètes, et une fois que tu te pètes, bah, c'est compliqué, parce que tu reviens jamais comme avant. Enfin, tu peux revenir comme avant, mais il faut vraiment suivre un protocole carré, ce que moi, je n'ai pas fait, tu vois. Plus l'appréhension qui fait que plus ça te bride un peu. Tu vois. Et puis moi, je m'étais blessé, je m'étais dit, ok, j'ai plus mal, ça y est, j'y retourne. Je m'étais pas dit, ok, non, il faut que je fasse une rééducation, il faut que je fasse des exercices spécifiques. J'avais pas la même maturité, les mêmes connaissances que maintenant. Et du coup, vu que je me répétais un peu à chaque fois, ça m'avait un peu saoulé. Et du coup, c'était à ce moment-là que je m'étais lancé dans la muscu. Donc le développement physique pur et dur. Parce qu'avant, c'était plus dû à mon sport, les trucs physiques que je faisais en vrai, la prépa physique. Par exemple, à la boxe, on faisait un peu de pompe, un peu de gainage. Pareil en athlé, on faisait un peu de fente, un peu de trucs. Mais c'était pas le principal. Et c'est après ça que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais ? Bah, j'ai toujours aimé le côté physique, comme je t'ai dit. Du coup, je me suis dit, bah, je vais me lancer un peu plus dans la muscu. Donc c'est ta réhabilitation de blessure qui t'a amené un peu vers la muscu, quoi, finalement. C'est ça, ouais. Et d'ailleurs, bah, j'avais 16 ans, du coup, c'est là que j'ai pu m'inscrire en salle. Ok. Donc j'avais commencé un peu par le poids de corps, mais dès que j'ai pu aller en salle, et vu que c'était vraiment la période 2015-2016 où les salles explosaient, t'avais les fitness parks qui poussaient comme des champignons, et même sur YouTube, hein, c'était vraiment... Ouais, j'allais dire, c'est un peu les premières années des contenus fitness. Un peu. C'était vraiment la mode du fitness, quoi. Du coup, je me suis lancé dans ça un peu, mais tout en gardant quand même mon côté athlète, c'est-à-dire courir à côté, faire du cardio, faire un peu d'autres trucs. J'étais jamais le mec vraiment muscu pur et dur, tu sais, qui mange muscu, qui dort muscu. Tu lui dis monte 10 étages, il va dire non, parce que machin, tu vois. Et t'étais déjà dans la fameuse mouvance d'aujourd'hui qui est moquée, c'est ça, d'athlète hybride, quoi. Athlète hybride, exactement, qu'on voit partout. Les mecs mettent ça dans leur bio, mettent ça partout, tu vois. Alors que moi, comme plein de gens, même toi, je pense, ça a toujours été un peu notre ligne de conduite. Toujours, bien sûr. Et donc, on l'a pas forcément vu comme ça. Pour nous, c'était normal, en fait. On était des mecs qui couraient un peu à côté, qui faisaient un peu de boxe, par exemple, à côté de la muscu. Donc, pour nous, ça n'a rien changé, finalement, tu vois. Bon, en tout cas, ma définition de l'athlète hybride, je dirais au-delà de... Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu finalement sectorisé. C'est-à-dire qu'un athlète hybride, tu dois courir, je dirais... décemment, voire très bien, un 10, voire un semi, et en même temps avoir des perfs au-dessus de la moyenne en muscu. Finalement, c'est un peu ça la définition d'aujourd'hui. À mon sens, athlète hybride, c'est plus large que ça, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, le strongman, c'est un sport hybride pour moi. C'est-à-dire que tu fais des lifts qui sont non conventionnels. Il y a quand même une dimension cardio de par l'enchaînement des épreuves, les mini-sprints que tu vas avoir à faire entre les lifts, etc. Et comme tu l'as dit, je pense que quand tu boxes, que tu soulèves des poids, c'est aussi une forme d'athlète hybride. Au même titre que si tu cours et que tu fais de l'escalade. Hybride, par définition, ça veut dire qu'il est compliqué à définir ou qu'il ne rentre pas vraiment dans une case. Ouais, c'est ça ne rentre pas vraiment dans une case. Ça englobe un peu plusieurs choses. Ouais, mais du coup, de dire, je sais pas si des gens le disent réellement, au final, peut-être que je m'emballe pour rien, mais de considérer qu'athlète hybride, c'est que, je sais pas moi, faire le 10 bornes en 40 minutes et quand même malgré tout avoir un squat à 140 et un bench à 120 ou 130, c'est déjà restrictif. Alors que normalement, on ne devrait pas être restreint dans une définition de quelque chose d'hybride. Ça va exclure d'autres personnes, tu vois, qui n'ont pas forcément ça. Et du coup, après, tu vois, ça peut paraître d'une forme d'arrogance. Mais ouais, tant que le mec, pour moi, il fait un peu de course, il fait un peu de vélo, ou même de la boxe, ou n'importe quoi. Tant qu'en fait, il n'est pas vraiment enfermé muscu, bah, c'est une forme d'athlète hybride. C'est un mec qui voit pas ça. Ou même du foot, tu vois. Un mec qui fait du foot 2-3 fois avec ses potes à côté et qui va à la salle, bah, c'est aussi un... Mais sans le nommer, et je trouve que quand tu t'accomplis des choses sans avoir le besoin de les labelliser, c'est d'autant plus charmant finalement, tu vois. Bien sûr, ouais. Je me rappelle en 2021, avant que je vende ma salle, donc j'avais des clients en salle 2 ou 3 fois par semaine, et en dehors de ça, je leur prescrivais, si je puis dire,
bah tiens, demain tu vas aller courir 10 bornes. Bah tiens, ce week-end tu vas faire une sortie VTT. Ouais. Donc en fait, c'était déjà une forme de prog hybride, mais en 2021, ce mot-là n'existait pas. Enfin, bien sûr. En tout cas, il n'était pas mainstream, tu vois. Ouais, mainstream, c'est ça. Bon, alors après, je veux pas que le podcast il dérive sur rager sur un champ lexical quel qu'il soit, tu vois, mais en tout cas, c'est intéressant que, comme tu le dis, toi en 2015, tu avais déjà finalement cette conception qui aujourd'hui est à la mode finalement. J'ai toujours aimé justement me sentir complet, tu vois. Me dire, ok, je peux courir, je peux soulever des poids, je peux avoir un bon physique et pas être restreint, tu vois, justement, dans mes perspectives, tu vois. Et j'avais un peu ce côté aussi, je vais pas dire méprisant, mais où j'avais pas beaucoup de respect pour un mec qui était juste balèze, mais qui savait rien faire, quoi. Ouais. Qui faisait, comme on dit, de la gonflette, même si c'est un terme qui n'existe pas vraiment. Mais tu vois, qui était juste balèze, et qui pouvait pas monter 10 étages, qui pouvait pas courir juste 10 minutes sans s'arrêter parce qu'il essoufflait. Et ton point de vue là-dessus, il a changé ou t'as toujours, je dirais, pas de respect pour les bodybuilders, par exemple? Non, je dirais pas que j'ai pas de respect. Après, moi, c'est ma vision et j'ai appris, tu vois. Tu peux donner... Tu vas... Admettons que tu vexes des gens qui... Mais en tout cas, je pense que... Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais mentionner, c'est que je suis honoré que ton premier podcast, finalement, soit fait avec moi. Ouais, avec plaisir. Parce que c'est ce qu'on disait hors caméra, c'est que quand je prépare un épisode avec quelqu'un, j'aime bien m'imprégner de la personne et toi, ma grande surprise, il n'y a pas de podcast de toi où vraiment qui tu es. Ouais, c'est ça. Ce qui est rare au vu de ton nombre d'abonnés finalement. Donc je suis ravi de ça. Et ce que je voulais te dire, juste après j'arrête de te couper la parole, c'est que même si tu exposes un point de vue et que tu as conscience que ce point de vue va être un petit peu... peut potentiellement vexer des gens, en tout cas, je pense pas qu'il faut que tu te brides là-dessus. Tu vois. Ouais. Donc si tu penses que les bodybuilders sont des bons à rien, bah dis-le, tu vois. Ouais, après moi c'est un peu comment je vois le truc, tu vois, avec tout le respect bien sûr, mais moi c'est vraiment pas ma vision. Après je sais que dans le bodybuilding, tu vois, c'est un milieu qui est un peu spécial, tu vois, souvent c'est des mecs qui ont des traumas, après on me dire oui mais tu mets tout le monde dans la même case, pas forcément. Mais pour moi, pour avoir une vision où vraiment tu veux développer ton physique à l'extrême, c'est donc vraiment prendre des produits, être énorme, faire 120 kilos, c'est que dans ta tête, il y a un truc qui tourne pas rond ou qui a pas tourné rond par le passé pour que tu sois attiré par cette forme-là, en fait, tu vois. Pour moi, il y a un truc mental qui n'est pas forcément sain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai des débats comme ça avec les gens dans les podcasts, c'est que j'essaye de me faire à chaque fois l'avocat du diable et d'anticiper les éventuelles questions que certains viewers vont pouvoir te dire ou en tout cas t'opposer. Et alors même si toi, ton but dans la vie n'est pas de faire grossir ton corps jusqu'à 120 kilos, d'ailleurs, c'est quoi tes mensurations? Je suis à 90 kilos quasiment toute l'année. Ça peut varier de 1 ou 2 kilos selon si je mange moins, si je fais plus de cardio, mais globalement, on est là-dessus, quoi. Ouais. Bon, je pense que tu as quand même un culte du corps que tu vois. Et tu... Ouais, comme je t'avais dit avant. Avec ironie, tu es quand même souvent torse nu sur Instagram aussi, tu vois. Ouais. Donc en fait, je me dis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait tenté de te mettre dans ce même sac de finalement, tu es toujours aussi dans un culte de l'apparence, un culte d'avoir envie de look good, comme on pourrait dire, tu vois. Un culte de l'apparence aussi, mais moins poussé à l'extrême, tu vois. Parce que, tu vois, je touche un peu plusieurs choses, ça, comme on parlait du phénomène hybride athlète, et je suis pas, tu vois, dans l'extrême non plus. Donc, ok, je veux avoir le physique machin, mais un physique qui a des proportions normales, tu vois, entre guillemets. Pas un physique démesuré où le mec a des épaules énormes, des cuisses énormes à plus pouvoir marcher. C'est plus ça, tu vois. En fait, c'est la démesure. Ouais. Comme on dit, de toute façon, les extrêmes sont jamais bons. Hein. En général, ouais. Je te dirais pareil pour un mec, je sais pas moi, qui va courir, un mec comme Goggins, tu vois, qui va courir 100 km par jour. Je sais pas s'il fait 100 km par jour, mais c'est pour caricaturer un peu. C'est marrant que tu dis ça. En t'attendant dans la voiture, j'ai vu là aujourd'hui, donc on est le 14 novembre. Qu'il enchaîne en 4 mois son deuxième 200 miles. Et justement, tu vois, en parlant de ce mec-là, tu vois, avant on parlait des traumas, c'est un mec qui a eu plein de traumas, tu vois, je crois que son père le battait tout le temps, il a eu une enfance très difficile, et c'est pour ça, je pense, qu'il pousse autant le délire à l'extrême, tu vois. Et moi, c'est pas ma vision. Après, lui, il l'a dit au moins. Enfin, oui, lui, il l'a dit. Et je respecte son parcours, hein. Franchement, c'est un mec super inspirant, mais c'est pas un mec qui va m'inspirer dans la vie de tous les jours. C'est plus dans le dépassement de soi qui va m'inspirer. Il me dira, ok, moi je suis fatigué ce matin, je me plains, mais attends, ce mec-là, hier il a couru 100 km, il avait les chevilles pétées, il a mis du strap, il est reparti. Je peux quand même faire l'effort de lever mon cul et d'aller m'entraîner, tu vois. C'est plus dans cette vision. Oui, ça m'arrive d'ailleurs des fois moi aussi. Après, tu vois, je pense pas que ce soit forcément négatif
d'utiliser ces traumas éventuels que tu as pu avoir jeune comme carburant. Non, je sais pas pourquoi je pense à Georges Saint-Pierre, le combattant de MMA. Georges Saint-Pierre, il les a très bien utilisés. Voilà, tu vois, qui le dit tout le temps, qui se faisait maltraiter dans la cour de récré, c'était une victime, etc. Mais qui en l'occurrence l'a probablement nourri pour... Bien sûr. Je pense que ça a commencé par ok, j'en ai marre de me faire maltraiter, je vais apprendre à me battre. Et petit à petit, tu vois que tu as du talent. Au final, il a fini champion UFC, quoi. Ouais. Après, bon, ça reste un peu plus sain, tu vois, selon moi, parce que le mec, il a quand même, tu sais, un parcours très complet. Il a toujours été droit. Et il n'a pas dévié dans un truc où il était juste dans... Tu sais, il est très intelligent. Par exemple, il a arrêté sa carrière tôt. Il était au top. Il aurait pu se dire, ok, je vais faire encore des combats, machin et tout. Il s'est dit, non, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je sens que mon corps n'est plus forcément comme avant. Je prends ma retraite quand je suis au top. Et puis voilà, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une forme d'intelligence. Parce qu'il y en a combien à 40 piges qui combattent encore, c'est qui ont la tête gonflée comme je sais pas quoi. Et que... Des troubles de l'élocution. Ouais, c'est ça. Et lui, d'ailleurs, c'est un de mes mentors, si on peut appeler ça comme ça. Tu vois, c'est un mec que je regardais beaucoup avant. Notamment quand il y avait des... Je sais pas si tu as connu les Countdown to UFC là, à l'époque. Bien sûr, avec les morceaux de prépa physique dedans. Ouais. Il montrait comment il faisait de la gym. Il faisait des saltos, il faisait des kettlebells, il faisait du poids de corps, il faisait tous ces trucs-là. Et lui, j'ai toujours respecté sa vision du sport, son approche très intelligente sur la récupération, sur la longévité et toute sa philosophie autour de l'entraînement. Ouais. Donc il fait partie de tes inspi, quoi. Ouais, Georges Saint-Pierre, clairement. Ouais. C'est la classe, c'est le Federer du MMA un peu. Pour moi, c'est un mec qui a la classe, tu vois. C'est vrai qu'il a la classe. J'ai pas en tête de dose, comme on pourrait dire, qu'il a, enfin, tu vois, de casserole qu'il aurait. Enfin, j'en sais rien. C'est ça en fait. Pas de salade, tu vois, pas de trash talk chelou. Il va insulter les mères, il va dire des trucs de fou. Pas d'histoire de dopage, pas d'histoire je suis d'accord. hors MMA ou je sais pas. Il a fait une dinguerie, il a écrasé un mec sur la route. Ou tu vois, toujours été droit. Il salue ses adversaires, il leur pète la gueule, il les salue encore une fois. Et voilà, tu vois la classe. Donc ça, c'est une de tes inspi. Et parce que du coup, tu mentionnais que tu as commencé un peu, donc 2015, quand les réseaux et tout ont pris leur essor. C'est qui tes autres inspirations, je dirais, dans le milieu, d'abord francophone et peut-être dans le monde entier, qui t'ont encouragé, ou les premiers youtubeurs que tu as suivis un peu dans le milieu muscu francophone, on peut parler de ça. Moi, à mon époque, il y avait, comme on discutait précédemment, Rudy Koya, tu vois, des mecs comme ça. Toi, tu vois, je regardais un peu ce que tu faisais à l'époque aussi. Tu vois, le côté complet, tu vois, tu soulevais, tu courais, tu faisais des sports de combat aussi. Il y avait Christophe Cario, il y avait lui aussi, justement, qui montrait un peu ce côté-là aussi complet, tu vois. Mais ouais, ça a été des mecs que je me suis inspiré surtout pour la partie pédagogique, on va dire. Tu vois, donc je me suis dit, donc en fait, faut manger bien, tu vois. Faut récupérer, faut faire du travail à côté. Tu peux pas juste t'entraîner, faire des séries jusqu'à que t'es mort et rentrer chez toi. C'est plus une inspiration pédagogique, je vais dire, qui m'ont mis le pied un peu à l'étrier. Et ensuite, j'ai fait mes recherches de mon propre côté aussi. Et j'ai approfondi les sujets comme l'alimentation, le nombre de protéines, les macronutriments, tout ça, la micronutrition, donc les minéraux, les vitamines. Enfin, voilà, c'est un sujet vaste, mais... On va dire une approche holistique, comme on dit. Une approche holistique, exactement. Mais c'est ces premiers mecs, en tout cas, qui m'ont un peu mis le pied à l'étrier sur les réseaux, quoi, et qui m'ont poussé à approfondir le sujet, en tout cas. D'accord. J'aimerais savoir un peu, parce que c'est vrai que clairement, quand on regarde ton Instagram, tu t'entraînes jamais en salle. Très rarement, je ne veux pas faire. Mais... Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu m'expliquer, parce que ça m'intéresse, et expliquer aux gens qui te suivent, la méthode Nico Sangohan, finalement... Je dirais, est-ce que tu as une vision un peu, je sais pas le terme, je vais pas faire d'anglicisme, mais big picture, tu vois, donc comment tu planifies tes entraînements sur une année, ou est-ce que tu fais des cycles, des mésocycles, des macrocycles, etc. Comment tu organises ta semaine en termes de charge de travail, comment chaque séance, parce que finalement, moi, ce que j'ai en tête, c'est que, c'est une digression, mais d'ailleurs on en avait parlé, au printemps, j'ai commencé à me réentraîner beaucoup au poids de corps, et on en avait parlé un peu. Et j'avais eu une deuxième révélation de cure de jouvence, de voir que mon physique était esthétiquement mieux. Par contre, ce que je m'étais rendu compte, c'est que les premiers temps, c'est dur parce que quand tu tractionnes tous les jours ou un jour sur deux, tu emmagasines les courbatures, les dips. Enfin, tu vois, quand tu fais, je sais pas, 100, 150 tractions par jour. T'as une fatigue métabolique, je pense. C'est des longues reps et tout. T'es un peu mort, un peu cramé. Des fois un peu nerveusement aussi. Nerveusement aussi, ouais. Et donc, finalement, comment toi t'organises si les gens qui nous regardent veulent organiser leur training pour te ressembler,
Comment tu organises une séance en termes de charge de travail, temps de récup, etc. un petit peu? Alors moi, il faut savoir que j'ai plusieurs types de séances. Du coup, je peux avoir des séances push and pull où je vais favoriser les mouvements de tirage et dans une autre séance, les mouvements de poussée. Donc je peux commencer traction australienne, varier les grippes, tu sais, pronation, supination, prise neutre, rajouter des circuits. Moi, je fais toujours plusieurs exercices dans mes circuits. Je fais jamais un exercice, en mode muscu, 4 séries de 10, 4 séries de 20. Il y a toujours 3 exercices, donc des trisets, tu vois. Toujours 3 exercices ou 2 des fois, ou 3, ou même des fois 4. En fait, c'est mon concept un peu, c'est m'entraîner sous forme de circuit training. Souvent dans un même pattern de mouvement, à savoir de pousser, par exemple, comme on disait, où je vais faire des muscle-up, plus des dips, plus des pompes, et où je vais rajouter, par exemple, des extensions avec un élastique, tu sais, pour les triceps. Donc ça va faire 4. Ensuite, je vais me reposer 10 minutes et je vais recommencer ce circuit-là 4 fois ou 5 fois. Et pour, donc une série, ensuite 10 minutes de récup? Non, 2 minutes j'ai dit. Ah, 2 minutes, ouais, pardon, 2 minutes de compris récup. 10 minutes. 2 minutes. Et pareil pour les mouvements de tirage. Les jambes, c'est un peu le même concept aussi. Je vais faire des fentes bulgares, plus des squats, plus un autre truc, tu vois. Et après, je fais beaucoup de séances run aussi. Donc les séances run... Attends, mais sur la muscu, du coup, t'es à peu près sur une séance type... Combien de reps, combien de tractions par exemple tu peux accomplir, ou combien en moyenne sur une séance moyenne? Je dirais que je fais 4 à 5 circuits, tu vois, où je mélange un peu tout. Après, en termes de reps total, je ne saurais pas te dire. Non, mais je sais pas, tu fais 30 tractions par séance, ou t'en fais plus 200 ou déjà, par exercice, par exemple, premier circuit, donc traction plus traction australienne, je vais faire entre 15 et 20 tractions, plus pareil pour les tractions australiennes, tu vois. Donc selon la forme, ça peut être 15, des fois ça peut être 17. À un moment, quand j'étais bien, j'étais en 20, tu vois, donc je faisais 20 tractions australiennes enchaînées. Et mais c'est plus... j'ai pas un nombre en tête précis, tu vois, de reps, tu vois. C'est plus de circuits ou d'exercices. Et donc, en gros, qu'est-ce qui détermine la fin de ta séance finalement? T'es mort? C'est ce que j'avais planifié. Je m'étais dit, je vais faire mes trois circuits. J'ai fini mon 3e circuit. Ça y est, j'ai fini la séance. Et ça correspond aussi avec mon état de fatigue, pour avoir expérimenté. Parce qu'après, quand tu pousses trop loin, c'est au-delà de 1h20, 1h30, tu sens que voilà, tu es un peu cramé, tu n'as même plus de congestion. Tu as les muscles qui sont plats, tu as les stocks de glycogène vidés. Et du coup, voilà, tu sais que ça ne sert à rien forcément de continuer au-delà. J'ai vu que tu mentionnais souvent le fait que tu commençais tes séances par les abdos aussi. Ouais, ça c'est une de mes petites signatures, tu vois. Le circuit abdos toujours avant la séance. Donc comme je l'avais dit, ça me permet d'être gainé d'une part pendant ma séance, de ne pas avoir la flemme de les faire à la fin. Parce que quand tu termines ta séance, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est bon, vas-y, circuit abdos. Et en plus, ça m'échauffe aussi un peu les épaules, tu vois, avec le gainage, etc. Du coup, j'ai moins besoin de m'échauffer après quand j'attaque les dips, etc. Du coup, c'est un truc que j'aime bien faire, toujours le circuit avant, pour ne pas les bâcler à la fin, les abdos, et pour justement, tu vois, garder un travail qualitatif et avoir le gainage aussi activé pendant la séance. Et puis voilà. Du coup, tu dirais quoi aux gens, même aux coachs, qui disent les crunchs, ça sert à rien, c'est de la merde? Après, les crunchs, oui et non, tu vois, il y a plusieurs types de crunchs. Est-ce que tu peux montrer aux viewers tes abdos? Tu veux que je me lève là? Non, tu soulèves le t-shirt. Je sais pas, là, c'est la meilleure lumière. Ouais, si frérot, crois-moi, c'est bien. Bon, alors... Mais d'ailleurs, c'est intéressant que tu me parles de ça, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent « Non, mais les abdos, faut juste être sec, ça sert à rien. Ouais, non, je fais un peu de squat, je fais un peu de trucs. Je sèche, j'ai les abdos. » Alors que non, pour avoir expérimenté les deux, travailler les abdos en forme de circuit ou une autre forme, les travailler tout court indépendamment. Les travailler tout court, je pense, surtout. Ça les forge et ça te fait des briques, ça te les hypertrophies, tu vois. Donc, être sec ne suffit pas. Oui, tu vas être sec, tu vas avoir les abdos... Et tu vas pas avoir des briques et des abdos à la Spartacus, tu vois, armure de gladiateur, comme je dis. Au-delà de ça, tu vois, moi je pense justement, tu parlais, tu as commencé avec la boxe thaï. Tu vois, dans les sports de combat, moi j'ai fait du judo pendant 15 ans, il y a cette culture, en tout cas il y avait à mon époque. La fin, tu vois, tu fais des séries de milliards d'abdos en fait. Ouais, c'était ça, les pieds contre la corde là. Et... Tout, les pieds relevés, les pieds et les jambes croisés, tu vois, des trucs qui étaient basés sur aucune science finalement. C'est ça. C'est juste, mais du coup, quand on regarde les boxeurs thaï, même encore aujourd'hui... ils ont des abdos de fou. Hein. Il y en a beaucoup. Des mecs comme ça, tu vois. De mes inspirations d'ailleurs. Même des mecs d'aujourd'hui, les Nabil Hanan, des jeunes, tu vois, des gars comme ça. Bien sûr. Effectivement, ils ont tous des abdos de malades. Et c'est des gars qui font, je pense, des milliers d'abdos par séance. Bien sûr, les mecs, ils enchaînent, hein, clairement. Et je pense qu'en bonne jugeote,
bah ça prouve que faire des abdos, parce que c'est vrai qu'il y a eu, clairement, tu sais, il y a eu un peu cette trend, mais je pense que c'est au moment où toi tu as commencé, il y a 10 ans justement, un peu, avec l'avènement du crossfit et tout. Donc les crossfitters, calmez-vous, je vais pas taper sur le crossfit aujourd'hui. Moi aussi, je suis un peu taquin sur eux des ouais, fois. Mais moi je suis taquin, mais j'aime bien les titiller tranquille, tu vois, dans le respect. Mais là en plus c'était pas le but. Mais c'est juste qu'en fait il y a eu une époque où c'était le tout fonctionnel, tu vois. Le fitness il y a 10 ans, tout devait être fonctionnel ou devait pouvoir se labelliser comme fonctionnel, tu vois. Il y a même eu une époque où c'était la tendance de faire des squats sur un bosu. Oui. Enfin, tu vois. Et donc, il y a eu un moment où on a dit, oh là là, mais les crunchs, mais arrêtez, c'est pour les bodybuilders, ça sert à rien, c'est pas fonctionnel, ça travaille pas votre corps au sens CORE, tu vois, au sens anglo-saxon. Ouais. Et vraiment, si tu faisais des crunchs il y a 10 ans, t'étais un moins que rien, tu vois. Il fallait faire ce que faisaient, en l'occurrence, un petit peu les crossfitters, donc c'est-à-dire... des mouvements à chaque fois. En tout cas, il y avait un peu cette trend de dire le polyarticulaire se suffit à lui-même c'est ça, pour travailler votre gainage. Oui, et encore que ça dépend du plan sur lequel ça dépend du plan que tu utilises pour faire ton mouvement. Parce que si après on vise des transferts sur des sports, etc., tu fais jamais de mouvement en rotation, par exemple, tu peux être un peu déficitaire. Bien sûr. Voilà. Et j'ai l'impression que cette trend, cette anti travail d'isolation des abdos, il est un peu parti et que c'est un peu renouveau, de nouveau revenu un peu à la mode, tu vois. C'est un peu admis que finalement les abdos ça sert pas tant à rien. Et d'ailleurs, je fais une petite digression. Tu vois les machines où tu tiens un harnais, tu mets des poids. Les machines bodybuilder pur et dur abdos. Et tu sais quoi, ce matin, je m'emmerdais, j'ai fait ma séance et j'avais l'impression que mes récup elles étaient trop longues. Je tourne la tête à gauche, je vois une machine. J'étais à Binous pour ceux qui connaissent. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais tester. Parce que ça fait, je pense, réellement 10 ans que j'en ai pas fait ces trucs-là. Et j'ai adoré. J'ai trop bien senti mes abdos. Alors j'ai dû mettre, je sais plus, je crois qu'il y avait 140 sur le stack entier, j'ai dû mettre 110, tu vois, mais en série de 20. Et je me suis dit, purée, c'est vraiment bien en fait. Parce que au-delà de la science et tout, moi je reste quand même un mec qui se base aussi beaucoup sur le bon sens. Et puis le ressenti personnel. Et en fait, tout simplement, tu fais 20 reps sur cette machine. Est-ce que j'ai senti mes abdos ? Oui. Plus, ou moyen, bof ou super bien en l'occurrence, tu vois. Donc si tu les sens super bien, c'est qu'ils sont super bien sollicités finalement. Donc pourquoi ne pas les faire tu vois, clair. Et du coup, pour en revenir à ton cas, je pense que toi, tu t'es rendu compte que de faire beaucoup d'abdos améliorait ton aspect, clairement, ton esthétisme, quoi. Bien sûr, c'est ça. Hein. Comme je te disais, ça fait plus l'effet brique, l'effet armure de gladiateur quand tu les travailles indépendamment, tu vois. Et c'est pour ça que maintenant, je les fais avec quasiment toutes mes séances haut du corps. Donc avant, comme j'ai dit, 15 minutes, circuit abdos. Je fais des crunchs, entre autres, je fais du gainage, je travaille les obliques avec l'élastique, je fais la roulette, tu vois, je fais un... Donc c'est quoi, tu dirais, le circuit secret de Nico Sangwan pour avoir des abdos en 15 minutes si les gens veulent le refaire finalement? C'est d'enchaîner des exercices qui nous correspondent. Tu vois, on a des bonnes sensations. Toi, tu parlais de la machine, tu vois. Mais t'as pas un top 4 exercices par exemple? Si, par exemple, je peux te citer les relevés de jambes à la barre. Tu sais, jambes tendues où tu vas toucher le tibia à la barre et tu contrôles la descente. Comment on appelle ça déjà? Les L-sit, c'est un autre truc. Je sais plus le terme anglo-saxon. Toes to bar? Toes to bar, exactement. Ça, c'est un très bon exercice parce qu'il travaille l'ensemble des abdos. Il est dur. C'est un exo de force aussi. Les mecs, ils font rarement plus de... Mais tu le fais avec un keeping ou tu le fais en strict? Tu le fais en strict, justement. En strict. Quand tu le fais en strict, les mecs dépassent rarement 15 reps, tu vois. 15 reps, c'est chaud déjà. C'est chaud, franchement. Ou sur un espalier, par exemple, à l'ancienne, tu te prends à l'espalier tu viens toucher tes doigts. Ça, c'est pas mal. Lui, je le mets à coup sûr, tu vois, dans mon circuit. Où je vais le supersetter, par exemple, avec la roulette abdos, tu vois. Donc, debout, pas les genoux posés. Donc, je vais faire des 8 reps, par exemple. 8 reps en contrôlant. Ensuite, je vais me mettre au sol, je vais faire des dead bugs, je sais pas si tu vois ce que c'est. Si, je vois bien. Je vais faire des trucs comme ça. Ah, le dead bug, tu vois, je suis étonné que tu fasses ça. Ah ouais? Moi, j'ai jamais eu un ressenti moi, je le fais terrible dessus. En touchant les pieds et les jambes en même temps, tu vois. Donc, je fais pas main droite, jambe gauche, tu sais, en alterné. Je touche les deux en même temps. Un peu comme ils font à la lutte, là, j'avais vu des fois. Ils s'allongent comme ça et boum, ils viennent toucher en explosif. Ça, c'est plus le terme anglo-saxon de ce mouvement-là, c'est le jackknife. Ou le portefeuille. Le portefeuille, c'est ça. Ok. Et celui-là, je l'aime bien aussi, je le mets souvent. Après, gainage latéral pour les obliques, où je vais faire des mouvements aussi, où je vais toucher mes obliques par terre et remonter, tu vois, des trucs comme ça. Oblique à l'élastique, tu vois, où je vais l'attacher sur une barre et je vais faire des rotations en statique, ça dépend en isométrique. Et après, j'aime bien varier, donc je mets pas tout le temps les mêmes exos pour un peu taffer, tu vois, de façon holistique, tu vois, la sangle abdominale.
Des fois, ça sera plus à dominante oblique, des fois plus à dominante grand droit ou abdos, tu vois. Et en tout cas, ouais, c'est pareil, tu vois, que le circuit, par exemple, push, tu vois, où il y a 3-4 exercices enchaînés, bah là, c'est pareil pour les abdos, tu vois. Et je varie, bah, comme je t'ai dit, hein, je varie un peu les exos. Ouais, Vu qu'on ne peut pas faire 15 exos, tu vois, ouais. bah, je préfère en faire 4, 4-5, et la prochaine fois 4-5, mais différents. Mais ouais. Ou des fois, je ramène un fitball, là, tu sais, Swiss ball, fitball, c'est un peu des noms différents, où je vais faire des exos dessus, pareil, des crunchs dessus, ou je vais mettre en gainage dessus, je vais travailler la stabilité, tu vois. Tu n'utilises jamais une plate ou une kettlebell pour faire par exemple des Russian twists ou des choses comme ça? Non, pourquoi? Pas parce que je considère que c'est pas intéressant, mais plus pour la logistique, je dirais, vu que je m'entraîne dehors. Et c'est un peu chiant à ramener à chaque fois, vu que c'est lourd, etc. C'est encombrant. Je ramène plus des élastiques. C'est élastique, tu le mets dans le sac, c'est vite fait, ça pèse rien. Mais sinon, ouais, c'est intéressant. Bah là, par exemple, vu que j'ai accès à des salles, en ce moment, je suis sur Dubaï, on en parlait tout à l'heure. Je me fais parfois des circuits où je rajoute un peu de poids, tu vois. Je vais prendre par exemple des petits poids vite fait pour faire des élévations latérales à la fin d'un circuit. Là où j'aurais fait, je sais pas moi, des pompes surélevées, bah, je vais changer. Ou je vais faire une sorte de développé militaire à un bras avec un haltère. Ça travaille aussi le gainage, tu vois. Je m'adapte un peu aussi à l'environnement, mais pour répondre à ta question, ouais, c'est un truc que j'aurais pu faire aussi, le kettlebell. Ok. C'est quoi tes top perfs sur les mouvements, on va dire, majoritaires du poids de corps, à savoir, je dirais, les tractions, les dips, les pompes, les muscle-up, peut-être les handstand push-ups aussi? Handstand push-up, j'en fais pas trop. Ok. J'en fais même jamais, tu vois. D'accord. Je sais même pas si je pourrais tenir en équilibre, tu vois. C'est un truc. Non, mais contre un mur. Ah, contre un mur. Oui. Ouais, je le fais pas, franchement. D'accord, ok. Mais il faudrait que j'essaye, ouais, je verrai. C'est pas un truc où j'ai des bonnes sensations, du coup, je le fais pas forcément. Après, en termes de traction, le max que j'avais fait, je crois que c'était 36, 37, assez strict. Pronation? Ouais, classique, hein, donc bras tendus, menton dessus de la barre, tu vois. Jambes tendues, pas trop de balancier. Après, voilà, tu vois. Chacun a ses critères, tu vois. Il y en a qui te diront ça, c'est pas validé, ça, c'est validé. Oui, mais. On peut en débattre, tu vois. Connaissant ta manière de t'entraîner, même s'il y a un léger mouvement de jambe. Après, voilà, tu vois. Ça reste mesuré, j'imagine. Ok, donc 36 tractions? Ouais, je dirais 36. Après, j'en fais rarement, hein, franchement. Me tester sur des max, j'en fais quasiment jamais. Ok. Je fais plus mes circuits, tu vois. J'ai ma tranche de rep où je me sens bien. Non, mais on est tous pareils, tu vois, au final. C'est comme le développé couché à la salle, tu mets bien. Les dips, les pompes, t'as des idées un peu de. Dips, je te dirais peut-être 40, 50, tu vois. Oh, t'as plus que 40, je pense quand même, ouais. Ah ouais? Enfin, en fait, je me base sur moi, mais moi, je pense que. Un bon jour, j'en fais 40, tu vois. Et le poids de corps, c'est pas tout. En fait, ça dépend. Si je suis congestionné. En fait, vu que je m'entraîne beaucoup en étant congestionné, bah, il suffit que j'ai la congestion, ça va me brider, tu vois, mes reps. Je vais peut-être diviser par, peut-être pas 2, mais je vais en perdre pas mal. Ouais. Et les pompes, je dirais peut-être 60, tu vois, par là. D'accord. Après, il faudrait que j'essaye vraiment, tu vois, à froid, donc sans rien avoir fait avant, comme ça, je suis frais, tu vois, j'ai pas de congestion, mais. En tout cas, moi, ça m'intéresserait de savoir. Je suis dans cette tranche-là un peu, tu vois. Je pense que je suis dans cette tranche-là, ouais, je dirais. Ok. Et alors, qu'est-ce que vaut Nico Sangohan en salle sur un développé couché, un squat, un soulevé de terre? Écoute, je peux te parler de ce que je faisais avant, parce qu'on n'a pas parlé, mais j'ai eu ma période salle aussi. Ok. Donc, je crois de fin 2015 à 2019. Après, il y avait un moment où je faisais un peu les deux. Et définitivement, tu vois, au moment du Covid, j'ai complètement arrêté. Okay. Parce que le Covid, justement, m'a vraiment conforté dans mon idée de me dire, ok, mais j'ai pas besoin de salle, en fait, tu vois. Puis, il y avait 2-3 trucs qui me dérangeaient, un peu comme, tu vois, des gens, des fois, que j'avais pas forcément envie de voir, ou des machines que je pouvais pas utiliser parce qu'il y avait du monde, ou parce que machin, tu vois. Et le fait aussi de m'entraîner quand je veux, où je veux, j'aimais bien. Tu vois, de me dire, ok, bah là, j'ai mon truc, ok, il y a une barre, il y a ça, il y a peut-être pas la prise serrée, la prise neutre, mais c'est pas grave, je vais m'adapter, je vais faire un autre truc. Donc le côté créatif un peu que j'aimais bien. Et le côté où tu es solo un peu dans ta bulle, parce qu'en général, il y a quasiment personne dans les parcs de street, surtout si tu vas le matin. Et ça me mettait un peu dans une bulle et j'aimais bien le délire. Et ouais, du coup, pour revenir à ce que je faisais, au max au coucher, j'avais fait 140, je me rappelle. Okay. Donc j'avais mis 3 plaquettes de 20 là de chaque, là, donc 140. Squat, j'avais dû faire 180. Ok. Ouais, 180 et soulevé de terre, peut-être 200 ou un truc comme ça. 200, d'accord. Ouais. Après, j'ai vite arrêté le lourd parce que je me suis rendu compte que j'avais une morphologie qui supportait pas trop le lourd, tu vois. J'avais souvent des mauvaises courbatures, comme on dit, après avoir fait du lourd. Par exemple, au niveau tendineux, à l'insertion des pecs, quand je mettais vraiment lourd au coucher. Le squat, c'était plus le dos, tu vois. J'avais les lombaires qui
tirais un peu. Des fois, j'avais des blocages. Donc, je me disais, OK, c'est peut-être pas l'exo qui me convient le mieux. Et c'est pour ça qu'après, pareil, tu vois, ça m'a aussi poussé à délaisser un peu le lourd et à plus augmenter les reps et à tester, tu vois. Et justement, on entendait souvent, ouais, mais tu vas pas progresser parce qu'il n'y a pas la surcharge progressive, il faut mettre plus lourd à chaque fois. Et c'est moi-même un truc auquel je croyais à l'époque où j'avais commencé à la salle. Et en expérimentant le poids de corps, je me suis dit, OK, mais en fait, si. Et en fait, mon physique est bien meilleur. Parce que quand on regarde mes photos ou quand j'étais en salle, là, à 17-18 ans, et mes photos maintenant, je suis mieux maintenant. Pourtant, ça fait des années que j'ai pas touché une barre de DC lourd, où j'ai pas fait un entraînement vraiment muscu. Il y a peut-être un peu de maturité musculaire aussi quand même. Ça peut peut-être jouer. 17 ans, tu vois, c'est quand même jeune finalement. Même si mais en fait, j'ai pas tant évolué que ça de mes 17, 18 ans, même 16 ans jusqu'à maintenant. Mon physique, il a pas explosé, tu vois, je suis mieux. Mais tu vois, pour faire une analogie, c'est comme si je passais, je sais pas, de l'iPhone 14 à l'iPhone 17, tu vois. OK, c'est mieux, mais c'est pas un truc de ouf, quoi, tu vois. C'est un peu ce truc. Évolution, mais pas révolution. Donc, évolution, mais pas révolution. Voilà, je suis pas un autre mec non plus, quoi, tu vois. Je suis une version améliorée de moi-même. Donc pour toi, parce que là, aujourd'hui, tout est maintenant science-based, etc. Contenu fitness. Donc pour toi, là... Trop même. À mon sens, trop aussi, je suis d'accord. Donc pour toi, les principes de surcharge progressive, c'est quoi? C'est bullshit? Je dis pas que c'est des conneries, je dis qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tu peux très bien jouer sur le stress métabolique, augmenter les reps, augmenter l'intensité avec des circuits, réduire le temps de récup et voir ce qui se passe, tout simplement. Expérimenter. Tu vois, au lieu de direct dire ouais, c'est de la merde, c'est trop facile, machin. Tu sais, t'en as plein, ils vont te dire ouais, le poids de corps, c'est trop facile parce que moi, je mets 100, je sais pas combien sur ma barre, mais faites, tu vois. Tester et puis on verra. Parce que déjà, juste faire, je sais pas, 5 séries de 15 tractions avec 2 minutes de récup, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est vraiment pas tout le monde. Et tu vois, à la salle, ils vont dire ouais, mais c'est trop facile. Moi, je fais mon tirage d'eau à 180 kg, ouais. Mais tu vois, les tractions, c'est pas un exercice. Il y en a, ils me disent des fois, ouais, traction, échauffement, tu sais, à la salle. Des fois, j'entends des programmes où tu sais, les mecs en réel, ils expliquent leur séance. Oui, alors je commence échauffement, traction. Non, échauffement, traction, c'est un exo, c'est pas un échauffement. Je le vois, j'ai une scène en tête cet été, j'étais en France à Basic Fit. Ouais. Et j'ai vu un gars, qui avait objectivement pas un physique incroyable du tout, tu vois, je pense une quarantaine passée. Rien, pas un même semi-mouvement d'épaule, bam, il voit une barre, il saute. Ouais. Il fait genre, je sais pas, 7 demi-tractions, tu vois. Après, oui, il y a ça, l'amplitude, machin. Je me dis, j'avais envie de lui parler, je vais lui dire, tu vas te blesser, je pense. Ouais. Parce que pour un gars comme lui, avec son niveau de fitness qu'il avait sur ce moment-là, les tractions, c'était un exercice très dur, très coûteux finalement. Ça se voyait, tu vois. Ouais. Et effectivement, quand tu dis, ouais, les tractions, c'est de l'échauffement, non. Non, c'est un vrai exo polyarticulaire. C'est un vrai exo qui met beaucoup de tension quand même, qui met sur les tendons, sur les ligaments. On peut pas le nier, ça, tu vois. Et qui n'est pas adapté à tout le monde. Alors qu'à la salle, le seul facteur qui va jouer, c'est la charge. Tu prends un obèse de 130 kg, tu vois, tu lui fais faire un tirage à la poulie, là, et il va le faire, tu vois. Il va peut-être pas mettre 100 kg, il va mettre 30 kg, mais il va le faire. Alors que traction, tu peux pas. C'est soit tu mais ces gens-là, ils sont juste pas logiques parce que regarde, une traction, admettons, tu fais 70 kg. Ou alors tu fais comme nous, 90 kg. Si tu commences un tirage poulie haute, admettons, tu commences une séance d'eau en salle, tu te dis, OK, je vais faire du tirage poulie haute. On va jamais mettre 90 kg direct, nous. Non, non. On va mettre 35, on en fait 10, 12, 15, va chauffer, etc. 60, etc. Donc en fait, le raisonnement de dire je fais des tractions, c'est de l'échauffement, le raisonnement est pas bon. Non, il est pas bon. Parce que ça veut dire que tu fais un tirage avec d'emblée 70 ou 80 ou 90 kilos. Et c'est encore plus traumatisant, parce que pour avoir testé un tirage à 90 kilos, c'est pas les mêmes sensations. Parce que t'as le bassin bloqué, t'as les jambes bloquées, tu tires, mais c'est pas pareil. Il n'y a pas de balancier à gérer. Il y a pas le gainage, tu vois, donc c'est pas pareil, tu vois. Et quand tu tends les bras, boum, tu vois, t'as tout le poids de ton corps en bas, tu vois, alors que le lat pull down, là, quand tu le lâches, il n'y a plus rien, quoi, tu vois. C'est beaucoup plus safe. Ouais, je suis d'accord. Bon, alors j'ai vu un truc, forcément, j'ai un peu scrollé tes commentaires et tout. Et comme toute personne qui a beaucoup d'abonnés, t'as un peu des haters aussi. Ouais, ça fait partie du jeu, hein, comme on dit. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent que t'as pas de jambes ? Je pense qu'il... J'ai vu que tu les tacles un peu de temps en temps en story, j'aime bien, tu mets des... Déjà, je suis pas un mec qui pose en slip, donc j'ai pas forcément les meilleurs angles pour montrer mes cuisses, machin et tout, tu vois. Des fois, je les montre quand je fais des séances jambes, machin, quand c'est dans le contexte. Ensuite, je pense qu'ils sont un peu de mauvaise foi parce qu'ils prennent les angles et les photos qui les arrangent. Et il y a aussi l'aspect dont il y a dans le bodybuilding, l'aspect, comment dirais-je, d'illusion. C'est beaucoup comment tu poses, comment tu trucs.
Si je veux mettre mes jambes en avant, je vais mettre une photo où je suis congestionné, j'ai le bon angle, j'ai le bon truc, je pense pas que les gens vont dire que j'ai pas de jambes. Mais ça, c'est propre à tout le monde, hein, je le vois partout. Ouais, t'as pas de... En fait, c'est t'es dopé, t'as pas de jambes. C'est les deux commentaires de haters. On m'a déjà dit les deux, moi aussi. Hein. On voit partout, tu vois. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que des fois, je clique sur les profils et je vois le corps des mecs qui me dit j'ai pas de jambes. Mais mort de rire, tu vois. C'est des mecs, ils ont ni de haut, ni de bas, ni rien, en fait, tu vois. Et ils sont là, ouais, pas de jambes. Après, voilà, peut-être que sous certains angles, c'est vrai qu'on peut croire que j'ai pas de jambes. Ok, tu peux peut-être trouver un mec qui a exactement le même corps que moi, même taille, même poids, même morphologie, il a plus de jambes, peut-être, tu vois. Je dis pas que j'ai le mec qui a... Je suis pas sûr qu'il aura le haut du corps aussi défini. Je dis pas galvé, que je peux pas plus développer mes jambes ou quoi. Je dis que c'est de la mauvaise foi dire que j'ai pas de jambes, tu vois. Moi, j'estime avoir des jambes. En plus, moi, je suis un mec qui court beaucoup, donc je peux pas me permettre de les entraîner trop souvent, sinon je me crame, tu vois. Mais ouais, je trouve que j'ai pas des jambes éclatées, tu vois. Et alors, par contre, moi, c'est à titre perso, parce que comme je te l'ai dit, j'aime beaucoup le poids de corps pour le haut du corps. Par contre, je sais que je n'arriverai pas à m'éclater en faisant des séances jambes sur un playground, tu vois. Comprendre, ouais. Des séries de 30 Bulgarian split squat par jambe, des squat jump. Pour le coup, moi, à titre perso, j'aurais l'impression que je délaisse un gros pan de mon développement physique, tu vois. De par ce qu'on disait un peu tout à l'heure, de l'engagement des muscles, je dirais, secondaires qui rentrent en action, tu vois, de la synchronisation des unités motrices que tu as quand tu fais des squats lourds, des soulevés de terre lourds, ou quand tu fais des variantes. Si tu es anti-soulevé de terre pour une raison de santé de colonne, ou soulevé de terre à la trappe-barre, ou même un hack squat, enfin, tu vois, toi, ça te manque pas du tout, ça. T'as pas ce besoin de te dire, je vais aller chercher un peu du lourd sur... Ouais, bah déjà, je comprends totalement ce que tu veux dire. Bah, surtout toi qui es un passif de powerlifter un peu, ou de mec qui aime bien s'envoyer du lourd sur des squats et tout, je peux comprendre que quand il arrive sur un parc de street et on va te dire, ouais, fais des squats au poids du corps, tu vas dire, ouais, mais je vais rigoler. J'ai jamais fait de séance jambes dehors, en fait, oui, c'est normal. Après, ouais, c'est vrai que c'est plus dur, tu vois, d'y trouver du plaisir. Après, moi, vu que je combine ça avec des circuits, j'arrive quand même à retrouver de l'intensité. Et même si j'ai pas un gros stress mécanique, bah, j'arrive quand même à bien me cramer les jambes et bien me sentir que j'ai poussé avec les jambes. Par exemple, je vais faire des fentes bulgares enchaînées avec des broad jumps, là, des trucs comme ça. Je vais faire des circuits et... Ah, la congestion, je pense qu'elle est là. La congestion est là, tu vois. Après, oui, c'est sûr que le côté puissance, etc., où tu te sens puissant parce que tu soulèves lourd au squat, etc., tu l'as pas, tu vois. Après, moi, j'ai fait le choix de plus en faire ces exercices pour comme tu disais, des soucis un peu de santé, parce que je sentais que j'allais me blesser sur le long terme si je continuais. En fait, il y a des trucs, des fois, tu les sens pas. Tu vois, moi, je sais que le soulevé de terre, machin. Ouais, là, tu mets une barre lourde. Non, mais ça se tient. Tu vois, tu mentionnais Rudy Koya tout à l'heure. Lui, il a fait ce choix-là. Il le dit maintenant beaucoup. Mais dans une préoccupation de longévité, tu vois, il a le même âge que moi. On va sur nos 40 ans. Mais toi, c'est rare, en fait, d'avoir un discours de... En fait, j'arrête ça parce que je le sens plus. Mais à 25 ans, c'est vrai que c'est pas, oui, certains pas commun, tu vois. Mec, machin et tout. Mais en fait, non, mais moi, j'essaye juste de comprendre ta philosophie de l'entraînement. Déjà, je me suis tellement documenté sur ces sujets, tu vois. Et j'ai aussi mon ressenti personnel. Comme je t'avais dit, c'est des trucs où je le sentais pas trop, soulever terre, squat lourd. Et je sais que c'est un vice aussi. Parce que lourd, oui, tu sais, tu peux mettre 100 kilos, machin, tu sais, 100 kilos squat, ça va. C'est pas la barre la plus lourde du monde. Mais je sais que c'est un vice. Donc, je vais pas m'arrêter à 100 kilos. Je vais me dire, OK, je vais faire 120, 140. Et je vais rentrer dans ce vice-là de la force et toujours vouloir pousser plus jusqu'à me blesser au final. Et après, c'est relou parce que je pourrais plus m'entraîner, machin truc. Et j'ai pas envie de rentrer dans ça, tu vois. Parce que quand tu rentres dans ce vice-là de la force et toujours augmenter la charge, après, c'est chaud d'en sortir parce que je l'ai expérimenté. Je te le confirme. Et j'ai vu que ça me réussissait pas trop. Après, tu as des mecs, c'est comme ça, tu vois. Tu as des mecs qui sont plus... Moi, comme je dis, il y a deux génétiques. Tu as la génétique auquel le mec a un bon profil pour prendre du muscle. Et tu as la génétique articulaire où le mec, il peut envoyer comme un bourrin, il va moins se blesser, tu vois. On n'est pas tous égaux, tu vois. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Toi, t'es dans quelle génétique? Moi, je me considérais plutôt comme étant bien, tu vois, parce que je me suis jamais blessé. À part, comme je te disais, des fois, j'avais des mauvaises sensations au niveau du dos quand je faisais des squats, soulevés de terre et tout. Mais j'ai jamais eu de blessure, tu vois. Donc, je pense que je suis quand même dans la moyenne des mecs assez résistants en termes de tissu conjonctif, d'articulation. Mais j'aimerais bien que ça dure, justement, le plus longtemps possible. Parce que pour moi, en fait, mon entraînement, c'est vraiment mon identité. Et j'ai pas envie qu'à 40 ans, je sois limité parce que j'ai fait le con à pousser. Donc, je préfère, tu vois, m'éclater dans d'autres trucs et moins, tu vois, risquer de me faire mal articulairement avec des poids lourds ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est vraiment... Je creuse, mais parce que vraiment, ça m'intéresse. Hein.
tu fais vraiment ce choix-là, pas pour rentrer dans une espèce de niche un peu, te différencier des concurrents. C'est un réel... En fait, c'est parce que vraiment, je trouve ça surprenant d'avoir un souci de longévité, d'avoir cette peur de pas durer à 25 ans. Ouais, après, c'est même dans d'autres domaines. Je dirais même le business. Par exemple, tu vois, là, pour l'instant, je suis en train de penser à des trucs qui sont sur 2030, tu vois. D'accord. Alors que là, on est en 2025. J'aime bien avoir cette vision long-termiste, tu vois, et pas justement tout cramer maintenant et après me dire, OK, merde, là, j'ai plus rien, machin et tout, tu vois. Et comme je t'ai dit, en fait, je sais que le sport, c'est un truc que je ferai à 50 ans, 60 ans. Et je me dis, ce serait dommage, tu vois, de me cramer maintenant avec du lourd, de machin, et de plus pouvoir même juste faire, tu vois, des dips ou des pompes parce que j'ai mal aux épaules, parce que j'ai la coiffe des rotateurs niquée, parce que j'ai fait le con à pousser lourd. Et aussi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les anciens, tu vois. Et quand je parle avec des anciens, et ben, le constat, c'est toujours un peu le même, tu vois. Ouais, si j'avais su, j'aurais levé un peu le pied sur les charges lourdes, tu vois, avec du recul. Et moi, ça reste dans ma tête. Je me dis... Moi, je sais que je suis pas plus intelligent que ces mecs-là. Tu sais, on a toujours tendance à croire qu'on va être plus intelligent que les autres. Mais non, tu vois. Si ça leur arrive avec eux, ça va peut-être t'arriver à toi aussi. Donc, tranquille, tu vois. En plus, j'ai vu avec ma méthode que je pouvais très bien me développer physiquement, que ce soit au niveau de la masse musculaire, au niveau de l'intensité sans passer par les charges. Donc, je me dis, en vrai, pourquoi j'ai plus à perdre qu'à gagner? Je pense pas que ça va me rendre profondément plus heureux de me dire ok, j'ai validé la case des 160 au développé couché. Ça va pas me rendre plus riche non plus. Ça va pas m'apporter un truc supplémentaire. Donc je me dis bah reste dans ta routine. Ça fait maintenant 6-7 ans que c'est la même. J'ai jamais rien eu, tu vois, pas de douleur. Je me sens bien. Donc pourquoi changer, tu vois? En fait, ton physique parle pour toi. Non mais et tu vois, encore une fois, j'essaye de me mettre dans la tête d'un hater éventuel. Tu vois, tu ferais... je vais juste, excuse-moi de te couper la parole, revenir sur ce que tu as dit avant, parce que c'était intéressant. Tu disais, c'est pour différencier des autres. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté aussi où je me dis, j'aime bien avoir ma méthode. Tu vois, dans une ère où tout le monde est à la salle, bah moi, je vais m'entraîner dehors, tu vois. Et j'aime aussi me dire, tu vois, je suis un peu différent de ce que fait tout le monde, tu vois. Mais ça, c'est à but commercial derrière? Non, pas forcément même personnel. J'aime bien me dire, tu vois, je suis un peu le mec qui fait pas comme tout le monde, quoi. Tu vois, qui a pas d'étiquette, comme on disait, qui a sa méthode et qui, surtout dans une ère maintenant où tout le monde est à la salle, machin et tout, j'aime bien, tu vois, me sentir un peu différent, tu vois. Ouais. Le mouton noir. Ouais, un peu, ouais. Ouais. Non, mais je te comprends. Hein. Enfin, moi, j'en ai pas là pour parler de moi, mais j'ai jamais voulu me rallier à toutes ces trend de CrossFit, même si tu peux faire des entraînements qui ressemblent au CrossFit ou à l'Aerox, tu dis pas ouais, je suis un mec du CrossFit, de l'Aerox, tu vois. Voilà, moi à titre perso, porter des bannières, j'ai jamais été fan, et donc c'est vrai que je te comprends à fond, quoi. Je peux pas te blâmer, tu vois. Une autre polémique qu'on voit souvent, alors c'est une polémique, j'ai vu des vidéos YouTube qui datent un peu déjà. Tu sais, les fameux Natty or Not. Ah oui, je suis obligé de t'en parler. Oui, bah de toute façon. Bon, voilà. Hein. Notamment une vidéo, c'est Greg Levent qui l'avait fait il y a 2 ans, je crois. Tu vois qui Greg Levent. Un mec très sec qui fait aussi beaucoup de poids de corps chez lui, qui est branché manga. Ouais. Oui, je l'avais vu. Avec son pote, il y a même des mecs qui ont fait des vidéos pour réagir à cette vidéo et pour refaire une vidéo, tu vois. Mais ouais, c'était. Donc je crois qu'ils ont statué sur. Allez. Je crois qu'il y avait un mec qui disait oui, moi je le crois. Son collègue, dont j'ai pas le nom, son acolyte qui est culturiste. Oui, ouais. Lui dit sa qualité musculaire, c'est chaud, en vrai. Greg, après ils ont fait un peu de la review, je crois qu'ils sont remontés jusqu'à 2-3 images de toi quand tu avais 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et c'est vrai qu'effectivement, tu avais un physique de malade déjà à 13-14 ans. Comme je t'ai dit, c'était en fait depuis que j'étais à la boxe, là, 12 ans, les entraînements étaient durs, tu vois. Et même les adultes avaient lâché, à la fin, on n'était plus que 20. Donc dès cet âge-là, je m'entraînais dur, tu vois. Je faisais pas juste 4 séries de curls à 10 kilos là, dans ma chambre avec des haltères et je me disais, ouais, je m'entraîne. Non, je faisais des vraies séances, tu vois. Donc j'ai toujours eu un gros goût de l'effort, tu vois, depuis le plus jeune âge et une volonté de développement, quoi, tu vois. Donc ça a dû jouer. C'est l'épigénétique, comme on dit, tu vois. Tu peux avoir des prédispositions, mais si tu les cultives pas derrière, il y a rien qui se passera. Et tu peux, à contrario, ne pas être super doué génétiquement pour certains trucs, mais le fait d'avoir commencé tôt, et ça peut justement t'aider pour le futur. Donc tu es naturel, du coup? Oui, bien sûr. Moi, je suis totalement contre les produits dopants. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup de respect pour les mecs chargés, tu vois. Pour moi, c'est... Enfin, non, je dirais que j'ai pas beaucoup de respect pour les mecs chargés qui mentent, tu vois. Parce que je vais pas blâmer un mec dont sa passion, c'est le culturisme, et malheureusement, heureusement, on peut dire ça comme on veut, ça fait partie du sport. Ok, le mec, c'est sa passion.
Tout le monde a des passions différentes, on est tous différents dans la vie, il faut l'accepter, il faut le respecter. Le mec, il se dit, j'ai envie de faire des compètes, j'ai envie de faire 110 kilos, je vais me charger, vas-y. Mais les mecs qui vont surfer sur ça, qui vont te mentir, tu vois, dans les yeux, et qui peuvent se regarder dans le miroir et te dire, ouais, non, moi, j'ai jamais rien pris, alors que les mecs, ils prennent tous les jours, tu vois, ça, j'ai du mal, tu vois. Donc, ouais, au début, ça m'irritait un peu d'être assimilé à ces gens-là, tu vois. Après, avec l'expérience des réseaux, j'ai juste compris que c'était normal, en fait, que dès que voilà, tu avais un physique un peu qui sortait du lot, direct, on t'accusait d'être chargé. Mais et les gens qui disent que c'est pas possible d'avoir ton body fat, parce que je l'ai vu beaucoup là, tu vois, avec ta taille de bras, ta qualité musculaire, à 25 ans, comment tu leur démontes leur argumentaire à ces mecs-là, si tu as envie de le démonter, parce que tu en as peut-être déjà, tapé. Mais faut voir le passif. Tu regardes mon physique quand j'avais 12-13 ans, j'étais déjà sec, j'étais déjà, tu vois, bien. Après, ça a fait qu'évoluer. Mais j'ai toujours gardé le même physique depuis mes 16 ans, tu vois. Depuis que j'ai fini ma croissance, j'ai pas explosé d'un coup, tu vois. J'ai toujours gardé à peu près le même physique. Comme on disait tout à l'heure, j'ai une évolution, pas une révolution, tu vois. Et je pense que j'ai une génétique qui favorise le fait d'être sec, métabolisme rapide, tu vois. Quand je vois par exemple ma mère, elle mange tout le temps des trucs sucrés alors qu'elle fait zéro sport, elle n'est pas en surpoids du tout, tu vois. Elle est assez fine. Je pense que la génétique qui rentre en compte. Et il y a le fait que je fais énormément de cardio aussi. Je fais du cardio 1 jour sur 2, tu vois, du fractionné à la piste, des séances côtes, des 10 km, des trucs comme ça. Et ça, j'ai senti, tu vois, que c'est vraiment quand tu faisais des séances comme ça, et bah, t'étais beaucoup plus sec. Parce qu'à un moment, je m'étais un peu endormi, tu vois, quand j'étais à la salle avec le cardio, je l'avais un peu mis de côté et j'étais un peu moins sec. Tu vois, j'étais sec, mais pas aussi sec. Et dès que j'ai remis du cardio, je me suis dit, ah ouais, mais le physique, il change en fait. Surtout le fractionné, les trucs courts et intenses, tu vois, par exemple, des 10 fois 300 mètres avec 1 minute de récup où tu vas envoyer sur les 300, tu vas être en, je sais pas, 3,10 là au kill. Et bah, ça a un vrai impact. Et même, tu vois, les recherches que j'avais vues là-dessus, ça a démontré que ça avait une favorisation de la production d'hormones de croissance, testostérone, sur les activités intenses comme ça, et ça favorise le fait d'être sec. Et comme je le fais toute l'année, bah, je suis sec toute l'année, tu vois. Moi, jamais fait de prise de masse, de sèche, de machin. Tu vois, je sais pas si ça fait plus d'1 an que tu me suis, mais tu as pu voir que mon physique, c'est le même, tu vois. Ouais, il n'y a pas de changement. Je suis pas des fois gras, des fois sec. Non. Après, ça veut pas dire que les mecs qui sont gras et secs, ils chargent, tu vois, mais enfin voilà, quand tu es à peu près pareil toute l'année, je pense que c'est soit tu prends des produits comme un malade, soit c'est que voilà, c'est juste ton hygiène de vie et que tu es comme ça, quoi, c'est tout. Donc pour toi, le cardio n'impacte pas la prise de volume? Non, absolument pas. Si c'est fait de manière intelligente, tu vois, et que ça prend pas le pas sur la muscu, tu vas pas perdre du muscle, au contraire. Ça va favoriser la récupération, tu vas te sentir mieux sur tes séries après parce que tu vas mieux récupérer entre les séries. Body fat plus bas, cœur qui marche mieux, tu vois. T'as une idée de ton body fat? Non, j'ai jamais mesuré, peut-être 8, je sais pas, tu vois. Faudrait que je mesure. C'est quand même dingo, 8 toute l'année? Ouais, plus ou moins, ouais, tu vois. L'été, tu vois, j'ai tendance à sécher, par exemple, parce que je mange moins, il fait chaud, machin, tu vois, j'ai moins d'appétit. Je t'annonce que si la semaine prochaine on fait un vlog training, je suis pas torse nu. Hein. Non, tranquille. En plus, je voulais t'inviter en parlant de ça, on en parlera en off, tu vois, je voulais qu'on se fasse une séance piste, tu vois, comme je fais d'habitude, vu que là, des pistes stylées, et puis comme ça, tu vois, tu testes. Je sais pas si t'as vu que je boitais en arrivant. J'ai un tendon d'Achille gauche. Ah merde, j'ai même pas vu. On s'en branle, on n'est pas là pour parler de ouais, on fera un autre truc, on fera du poids de corps. Mais je suis pas sûr de me mettre torse nu à côté de toi. Ouais, non, tranquille. Donc t'es pas dopé alors? Non, j'ai jamais été dopé. J'ai pas l'intention de me doper, tu vois. Et me doper pour faire ce que je ferais serait complètement débile. Après, il y en a qui diront oui, mais pour le physique, les réseaux, il faut savoir que mon physique, je l'avais bien avant les réseaux. Et se doper pour faire du poids de corps, de la course, pas faire de compète, machin, j'en ai rien à cirer, tu vois. Et toi qui du coup as une projection sur le moyen et le long terme, est-ce que tu arrives à comprendre ou à toi-même envisager pour ton cas perso que, je sais pas, à l'approche de par exemple mon âge, tu vois, entre 35 et 40 ans, que tu puisses avoir recours à une TRT si ta testo elle est dans les chaussettes? Est-ce que ça pour toi c'est du dopage? Est-ce que c'est un... T'en penses quoi de ça? Après, la TRT, je crois que c'est vraiment un truc médical où les mecs sont pas bien, ils prennent ça parce qu'ils sentent que voilà, un truc. Après, moi, franchement, je pense pas, je sais pas. Pour moi, en fait, si t'as l'hygiène de vie qui est optimale, t'as pas besoin, tu vois. Moi, des fois, je vois des papis de 70 piges sur les réseaux, ils courent, les mecs, ils font des 10 km, ils sont bien, tu vois. Ils sont secs, ils sont en bonne santé, tu vois. À cet âge-là, courir, déjà, c'est un exploit. Parce que la plupart, ils se lèvent pas du canapé, ils sont en fauteuil, ils sont à la maison de retraite. Et moi, c'est plus comme ça que je me vois. Après, me dire maintenant, ouais, je prendrais une TRT pour être bien, non.
Puis je pense que c'est aussi la philosophie de la vie. Il faut accepter qu'à un certain âge, tu es sur la pente descendante, c'est normal, hein, tu vois. Et plus les secondes elles passent, plus forcément on se rapproche de ce moment-là. Je pense qu'il faut l'accepter, il faut vivre en fonction de son âge et de son temps, et puis voilà, quoi, tu vois. Peut-être qu'à 50 ans, je ferai moins de traction, je ferai moins de trucs, mais si j'ai un physique correct, tu vois, comme d'autres mecs qu'on peut voir, je sais pas, des mecs quand même, si Jean Gabin, qui ont la cinquantaine. Il a un physique plus que correct. Des mecs comme, il y a qui d'autre, Major Gérald, tu vois, des mecs comme ça, c'est inspirant. Je me dis, les mecs, pour leur âge, ils sont bien, tu vois, ils sont secs, ils sont fonctionnels, bon physique, et moi, c'est un peu comme ça que je vois le truc, tu vois. C'est marrant parce que, alors je sais pas si c'est peut-être intentionnel, t'as mentionné 2 mecs qui, à mon avis, s'entraînent beaucoup au poids de corps. Enfin, même si Jean Gabin, c'est sûr. Ouais. Après, il y en a peut-être en salle aussi. Ça, c'est des mecs que je connais, surtout. C'est pour ça que je t'ai cité leur nom. Il y en a peut-être que je connais pas qui s'entraînent en salle, qui sont dans le même cas. C'est possible, mais c'est pour te montrer un peu tu vois, l'idée, quoi, derrière. Ouais, même si Jean Gabin, c'est vrai qu'il a un physique. Ouais. D'ailleurs, lui, ce serait cool. J'aimerais bien faire une vidéo avec lui. C'est un personnage intéressant, tu vois. De par ses entraînements, même son parcours, même toi, hein, franchement, si genre je vois que tu fais une interview, je la regarderai direct. Tu vois, je trouve que c'est un mec, c'est gentil. Il est bon délire, tu vois, il est intéressant, que ce soit au niveau de la personnalité, au niveau de son parcours sportif. C'est un personnage, comme on dit. Ouais, c'est un personnage, c'est ça. Mais pour revenir sur le physique, parce que là on parle que de ça, le mec il est au top, hein, pour son âge. Il peut enchaîner des tractions, il essaye, il a les abdos, il court un peu vite fait, il fait de la corde à sauter. Et ça, il y a des mecs de 20 ans, ils le font pas, tu vois. Et lui, il a le double de leur âge, même plus, et tu vois, il les fume, donc c'est inspirant, tu vois. Et ça montre que le fait de pas lâcher, au final, tu gardes ta shape et que voilà, il n'y a pas de raison que tu te retrouves en fauteuil et que tu fasses plus rien. Bon, du coup, puisqu'il n'y a pas de dopage, il y a forcément une alimentation carrée comme jamais, j'imagine. Là, je dirais pas carré dans le sens strict militaire, mais je vais faire attention aux matières premières que je mets dans mon assiette. Par exemple, je vais essayer de privilégier des glucides de qualité, pommes de terre, patates douces, tu vois, éviter un peu les pâtes, de la viande de qualité, pareil, pas des steaks hachés, on sait pas ce qu'il y a dedans, si on sait même pas si c'est de la viande. C'est plus dans le choix des aliments. Après, en termes de quantité, je calcule pas ce que je mange, je suis pas là à peser, machin. T'as aucune idée de ton total calorique journalier, par exemple? Je dois être à 4-5 000, je pense, tu vois. Vu que je crame beaucoup, tu vois, je fais du cardio, des fois même je m'entraîne 2 fois par jour. C'est beaucoup, 5 000 calories. Ouais, mais du coup, de quoi sont faites ces 5 000 calories? Encore une fois, moi, ça m'intéresse vraiment. Le matin, par exemple, je vais me faire des pancakes, très simples, hein, farine de patate douce, farine de sarrasin, tu vois, une farine assez saine. Je vais mettre 3 œufs, une banane écrasée, tu sais, ça fait une pâte, voilà, tu fais un pancake, tu mets un peu de chocolat noir fondu dessus. Rondelles de banane, fruits rouges, après tu as plein de variantes, tu vois, c'est un peu ça. Après à midi, je vais taper par exemple du riz. Moi j'aime bien manger le riz après mon entraînement, vu que je m'entraîne le matin. Vu que tu sais, c'est du glucose et qu'il n'y a pas trop de fibres et ça se digère vite, au moins ça recharge direct les stocks de glycogène. Donc je vais mettre du riz dans mon assiette, source de protéines, animales de préférence, tu vois, donc poisson, poulet, viande rouge, tu vois, un peu de légumes. En ce moment, j'aime bien les épinards, là, vu que je cuisine, là, en plus. T'aimes bien cuisiner? Ouais, j'aime bien cuisiner. Là, j'ai redécouvert un peu les épinards surgelés, tu sais, à la poêle, là. Tu sais, je mets un peu d'ail, je mets un peu de trucs. Un peu de crème ou pas? Un peu de crème, ouais, tu vois. Même des omelettes, des fois, tu peux mettre des épinards dedans, tu peux faire des trucs sympas. Donc, j'essaye d'avoir des légumes pour le côté fibres, micronutrition, tu vois. À savoir vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. Et le soir, pareil, en collation, je dirais pareil, pancake. Je vais me refaire des pancakes ou je vais me taper. Ton dîner, c'est des pancakes? Ah non, la collation. Ah ouais, je te disais la collation à 17h. Je vais faire comme le matin, tu vois. Soit des pancakes, soit des tartines, tu vois, avec, mais assez sain, tu vois, avec, je sais pas, du blanc de poulet ou des trucs comme ça, tu vois, enfin des sandwichs là, de pain complet. Et le dîner, un peu pareil, tu vois. Donc, non, comme source de glucides, j'ai privilégié les légumes racines. Donc, pommes de terre, patates douces, légumes, tu vois, source de protéines animales. Et en vrai, je mange 4 fois, 4 fois dans la journée. C'est un rythme, une fourchette, tu vois, de repas qui me convient bien. Ouais, t'arrives à taper 5000 calories avec ça? Ouais, parce que c'est des grosses assiettes, en fait, tu vois. Tu sais, je prends des grosses assiettes et c'est les quantités surtout qui jouent, quoi, tu vois. Mais je sens que par exemple, si je mange moins de repas, j'ai un peu la dalle, tu vois, entre midi et le soir. Et si je mange plus, c'est pas forcément nécessaire. En plus, c'est chiant, tu sais, tout le temps manger, machin. Je trouve 4 repas, c'est bien, ou 3. Après, ça se trouve, si je m'entraînerais moins, j'en mangerais moins, tu vois, je mangerais juste 3 repas. C'est surtout aussi en fonction
de la charge d'entraînement, tu vois, que tu adaptes les quantités, surtout des glucides. Ouais. De toute façon, ton corps le réclame. Bonne intelligence, quoi. Ouais. Et t'as des cheat meals favoris, en fait, moi, il faut savoir que je calcule pas. Ça veut dire que ça peut être plusieurs jours d'affilée. En fait, c'est selon l'occasion. Je refuse jamais un cheat meal. Tu vois, si je suis dehors et l'occasion fait que je me retrouve avec des gens, ça mange au restaurant, ça mange une glace, des gaufres au Nutella, des trucs, je vais jamais dire non parce que je suis en mode... Si là, je t'avais dit tout à l'heure, on va à McDo, tu serais venir à McDo. Ouais, bien sûr. Et j'aime, tu vois, prendre aussi du plaisir. Il faut savoir que moi, je suis un passionné de nourriture aussi. J'aime bien manger, j'aime me faire plaisir. J'aime la bonne nourriture, donc je dis jamais non. Après, quand je suis chez moi, je me dis, bon, j'ai pas d'intérêt à manger sale parce que je suis chez moi et si je dois manger un truc, je préfère le manger dehors que m'acheter du Nutella et manger du Nutella tout seul chez moi. Tu vois, je préfère manger une gaufre au Nutella dehors sur un stand ou un truc comme ça. Après, je me fais des petits plaisirs. Par exemple, dans mes assiettes, je rajoute un peu de sauce, tu vois, sauce algérienne, des trucs comme ça. J'ai vu que tu avais emmené une sauce algérienne à Dubaï, non ? En fait, je savais pas qu'il y en avait ici. Mais apparemment, on m'a dit qu'il y en avait, tu vois, je pouvais en trouver. Moi, je me suis dit, je vais pas en trouver, donc je vais en ramener. T'as déjà testé la pâte à tartiner, là, justement, algérienne, là El Morjan, là ? Ouais, j'ai testé. Et alors ? J'en ai vu l'autre fois dans un magasin. Je me suis dit, purée, tu peux en trouver. Franchement, je trouve que c'est un peu écœurant à la fin, tu vois. Je préfère la nocciolata dans le même genre, tu vois. Nocciolata, c'est un peu moins écœurant et les matériaux un peu plus quali, tu vois. Mais j'aime bien les pâtes à tartiner aussi, tu vois. Mais pour t'es pas hardcore finalement sur la bouffe. Non, j'aime pas les gens hardcore justement. Pour moi, c'est des mecs qui sont un peu dans l'extrême. Tu peux manger des pop-corn au ciné, des bonbons. Bien sûr, non, mais bien sûr. C'est clairement. Oui, mais en fait, comprends bien que les gens, même moi, enfin, t'as 8% de body fat, tu vois. Quand quelqu'un a 8% de body fat, on s'attend à ce qu'il soit. Ouais, non, moi, je suis vraiment pas dans ce délire, tu vois, de l'extrémisme de la diète, le mec qui va vraiment peser ce qu'il mange ou qui va s'autoriser aucun écart, aucun truc. Moi, mon alimentation, je la mets en story tout le temps. Tu sais, toute la semaine, on peut voir ce que je mange, machin. Et les gens, ils voient globalement le délire. Donc, des fois, un peu de cheat meal, des fois, un peu de sauce, des fois, un peu de trucs, tu vois. Mais globalement, ça reste propre. Donc, t'as pas un cheat day. C'est par exemple, en fonction d'une occasion, aujourd'hui, tu vas manger plus, selon etc. l'humeur, tu vois. Ou par exemple, si je rentre le soir tard, je suis fatigué, j'ai pas envie de me faire à manger. Ok, il y a quoi à côté ? Il y a un truc, il y a un McDo, il y a un machin. Bah, vas-y, je vais là-bas, je prends mes trucs. Et puis voilà, quoi, tu vois. Mais je prémédite pas mes cheat meals, voilà. D'accord. Et tu complémentes en plus, tu rajoutes des shakers de prot, ouais, comme ça, en plus vu que je suis avec je travaille avec une marque de compléments, je sais pas si tu veux que je le dise. Ou tu peux le dire, bien sûr, tu peux le dire. Si t'as pas de concurrence ou quoi. Non, tu peux leur faire un big up. Ouais, tu peux faire ce que tu Nutri&Co, l'équipe, c'est une marque avec qui je travaille depuis 3 ans. Tu vois, qui est assez quali, une marque française, qui font des bons compléments, tu vois, de qualité. Donc je prends de la whey, je prends les trucs classiques, hein, créatine, oméga 3, magnésium, collagène. Shaker, je prends plus de shaker maintenant, je mélange ma whey avec mon yaourt ou mon yaourt grec, tu vois. Je mets ça dans un bol et je le prends en dessert. Je vais mettre une scoop ou 2 scoops. Je vais mélanger, par exemple, si c'est goût vanille, tu vois, ça passe bien, il y a goût café, petit filet de miel, un peu de granola là-dessus. Ça me donne faim là. Ouais, c'est bon en plus, sûr. Ouais, bien sûr, c'est bon, bien sûr. Et je trouve que c'est plus intéressant que le shaker où t'es là, tu shakes, tu bois ça cul sec et t'as l'impression que c'est rien passé comme finalement. Un drogué, tu vois, là, je trouve que c'est plus ludique, tu vois, de consommer la whey comme ça. Et du coup, maintenant, la whey, je la prends tout le temps en dessert. D'accord. Ou alors, ça peut m'arriver de la prendre en shaker si je sais que je vais pas manger tout de suite et je me dis, ok, là, je vais finir là, après j'ai ça à faire, je vais pas manger. Ok, bah, je vais prendre un peu je sais pas, des dattes dans mon sac ou des trucs assimilables rapidement, plus mon shaker, tu vois. Mais 90% du temps, la whey, je la prends en dessert avec mon fromage blanc ou mon yaourt à la grecque, je mélange, tu vois. Pré-workout, tout ça, tu consommes ? Non, pré-workout, j'aime pas parce que, tu vois, en fait, j'aime bien m'entraîner, j'aime bien aller à l'entraînement en me disant, ok, je suis déter, j'y vais et ne pas compter sur un truc, tu vois. Me dire, ok, j'ai besoin de ça pour y aller. Tu vois, j'aime me dire, ok, quoi qu'il arrive, j'y vais. Et pas m'habituer à un truc où je vais me dire, ouais, mais là, j'ai pas pris mon pré-workout, du coup, j'ai moins la pêche. Ça, c'est plus pour ce côté-là. Et le côté addiction un peu certaines personnes peuvent avoir. Ouais, tu vois, ça touche plein de gens. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et la surdose de caféine qui peut être néfaste, tu vois, pour le corps, du coup, je suis pas trop dans ça. Franchement, je dois en prendre 3 fois dans l'année, tu vois. D'accord. Et des vasos non plus, t'en prends pas bah justement, j'avais dit à Nutri&Co qu'ils fassent une version du pré-workout qu'ils ont sans caféine. Ouais. Parce que dedans, tu sais, t'as arginine, citrulline, ouais, bien sûr. Qui sont des vasos, tu vois, qui sont intéressants pour la congestion, le pump. Mais il y a la caféine. Et du coup, des fois, j'ai envie, mais je me dis, j'ai pas envie d'avoir la caféine après le crash. Et ça, c'est un truc qu'ils vont faire. Tu vois, il m'avait dit, enlever la caféine et mettre que les vasos, en fait, dedans, tu vois.
Créatine, tu prends? Je sais pas si tu l'as dit. Ouais, créatine, je le mets dans mon shaker post-workout quand je le prends, ou je le prends avec mon repas après l'entraînement. J'aime bien, je prends la scoop, je la prends 3 grammes ou 5 grammes, là, et je prends ça, ouais. Ok. Donc rien de magique finalement, mais de la continuité, c'est des compléments qu'on connaît, de toute façon. Non, mais je parle même au global avec ta bouffe et tout. Finalement, il y a. Ouais. C'est plus pour que les gens se rendent compte, parce qu'en fait, on a toujours tendance un peu à penser que quelqu'un, un physique qui sort du lot, il doit forcément faire quelque chose d'incroyable, tu vois. Ouais, alors que non. En fait, ce qui est incroyable, c'est plus la discipline que tu vas mettre, l'intensité, la régularité, tu vois. Et ça, mélanger, ça va faire que tu auras un physique incroyable sur le long terme. Parce que si tu t'entraînes comme un fou intensément, mais pas dans le temps, tu t'entraînes qu'un mois et après tu fais plus rien, ça sert à rien. Si tu t'entraînes tout le temps, mais tu mets pas d'intensité, ça sert à rien. Du coup, c'est le fait de mélanger les trois sur le long terme qui fait que c'est ça qui va te donner un truc exceptionnel. Je vais te citer un exemple. Par exemple, je prends les meufs du CrossFit. Elles sont balèzes. Des fois, moi, je vois, tu vois. Il y en a des fois qui s'entraînent où je vais, là, au spot de street. Ouais. Et je me suis fait la réflexion. Je me dis, putain, cette meuf, elle a des épaules de ouf. En vrai, elle a un dos, machin. Bien sûr, Après, bon, il y en a, ils diront, ouais, produit, franchement, j'en sais rien et je m'en fous, tu vois. Ce que je veux te dire par là, c'est que pour une meuf, tu vois, elle a développé un bon physique en faisant un truc qui n'est pas de la muscu pure et dure, donc qui n'est pas de l'hypertrophie. Donc je me dis, comment ça se fait ? L'intensité. Parce que ce que je vois au CrossFit, c'est que les mecs, ils mettent beaucoup d'intensité quand même, tu vois. Même trop, des fois, ils se pètent, à la fin, ils sont touchés le kiné. Mais tu vois, quand on fait un truc... Ça, c'est un tag de crossfitter, ça. Ouais. Mais tu sais que je vais te refaire un petit tag vite fait, une histoire qu'on m'avait racontée. Il y a une base militaire là à côté de chez moi et je connaissais une meuf, c'est son père, je crois que c'était un général là-bas et tout. Ok. Un mec au gradé, je sais plus c'était quoi exactement, j'ai pas les grades en tête. Ouais. Et il m'avait dit qu'à un moment, ils avaient fait une section CrossFit. Ils avaient été obligés de l'arrêter parce que les mecs étaient pétés à la fin et quand ils arrivaient en mission, ils avaient des tendinites, des trucs et ils n'étaient pas opérationnels. Et du coup, ils ont arrêté la section CrossFit à cause de ça, pour le côté blessure, tu vois, justement. Ouais, mais pour le coup, je veux défendre le CrossFit, c'est pas ça, c'est que je pense n'importe quelle activité, quand elle est mal faite, elle est... Ouais, mais tu vois, par exemple, le CrossFit, c'est enchaîner des trucs techniques et cardio. Oui, mais le problème, c'est pas la discipline en elle-même, c'est peut-être le mec qui encadre la séance, aussi, qui est peut-être pas assez intelligent pour dire, attends, toi, tu sais faire que 5 pompes, bien sûr. Commence pas à faire un arraché. Oui, tu vois, ou te lance pas sur un muscle-up si même tes tractions australiennes, elles sont bancales. Mais par expérience, tu vois, je sais que mélanger des mouvements techniques et lourds, comme par exemple des arrachés d'haltérophilie qui demandent de la concentration, de la technique, avec un truc derrière cardio et renchaîner ça sous forme de tour et tout, ça peut, tu vois, mener à la blessure. Parce que pour moi, c'est des trucs qui sont pas faits pour être trop mélangés, tu vois. Parce que tu vois, un mec qui fait de l'haltérophilie, il est placé, il met longtemps à se placer, à faire son geste, machin, truc. Tu vois, c'est technique. Parce que, tu sais, tout est millimétré. Et quand tu enchaînes des trucs comme ça, tu peux moins être, tu vois, carré dessus. Donc voilà. Après, c'est aussi un truc que je vois souvent qui revient. C'est que ce soit des kinés, des amis kinés, tu vois, que j'ai, qui me disent qu'ils ont souvent des mecs du CrossFit qui arrivent à péter un peu des épaules, des genoux. Après, oui, bien sûr, le coach, le mec qui te dit que la séance, c'est sûr que c'est ça. C'est le garde-fou quand même, au final, tu vois. Qui va jouer aussi. Le mec va avoir la jugeote de dire, OK, lui, je vais peut-être pas lui faire ça parce qu'il a pas les capacités. Ou s'il va faire le bourrin, il va dire, ouais, si, mais t'inquiète, fais, vas-y à fond, il va lui crier dessus. Il y a ça aussi qui peut rentrer en compte, c'est sûr. Ça, c'est des mongols. Donc, du coup, finalement, tu préfères l'Aerox, peut-être, si on l'Aerox, ouais, c'est plus safe, tu vois, parce que c'est des mouvements beaucoup plus simples qui nécessitent pas beaucoup de technique, tu vois, comme par exemple des fentes, pousser un chariot, là, je sais plus comment ça s'appelle, sled. C'est pas trop technique, tu vois, t'as juste à pousser. T'as fait un Aerox, toi? Ouais, exactement. Ouais, en simple ou en double? En double, ouais. D'ailleurs, c'était un truc que je critiquais un peu au début parce que je voyais ça comme un phénomène de mode où les mecs, ils sortaient de nulle part et ils s'autoproclamaient ouais, athlète Aerox, machin et tout, truc. Et ils aimaient bien justement avoir cette étiquette où là où moi, tu vois, je faisais un peu des trucs qui pouvaient ressembler. Mais je me disais, ouais, moi je le fais parce que c'est mon identité, mais j'ai pas forcément cette étiquette. J'ai pas attendu l'Aerox pour mélanger de la course avec de la muscu et faire des trucs un peu comme je fais maintenant. Mais je me suis dit, vas-y, pour le délire, mon pote qui est kiné, là, qui habite en Suisse, il avait des places. Il m'a dit, t'es chaud. Je me suis dit, vas-y. J'y suis allé sans prépa spécifique, tu vois, j'y suis allé comme ça. Et j'ai testé. Finalement, ouais, ça va, c'était cool. T'as fait combien de temps? C'est quoi ton chrono? Je crois que j'ai fait une 0,5 ou 0,4, un truc comme ça. En pro? Non, je crois que c'était en normal. D'accord. Mais franchement, c'était pas mal en vrai. Tu vois, le fait de le faire à deux, tu sais, c'est sympa, tu vois. L'ambiance et tout. L'ambiance, au début, ça me refroidissait. Tu sais, je trouvais que ça faisait un peu ambiance Tour de France, ambiance beauf, où tu sais, les mecs, ils sont là,
Ils se prennent tous dans la main, dans les bras à la fin, plein de transpi. Tu vas te mettre à dos les allez, les bodybuilders. loulous, tu vois, c'est ambiance un peu. Tu vas te mettre à dos les bodybuilders, les crossfitters, les aéroxers. Non, tu sais, j'avais un peu des a priori, mais en fait, ça va, tu vois. Même si tu retrouves un peu de ça, ou tu sais, les mecs, Non, il y a l'aspect communauté, effectivement. L'aspect communauté que moi, t'as vu, en fait, vu que je rentrais pas dans cette case-là, je voulais pas forcer, tu vois, le délire. Mais finalement, ça va, tu vois, avec mon pote, on a fait notre truc. Et oui, mais après, il y avait aussi ce côté où les mecs, ça avait tous les comment ça s'appelle, les genouillères, les trucs nasales, le bandeau, machin et tout. Et moi, je voulais pas rentrer dans ce truc, justement. Je voulais juste le faire pour le délire, voir ce que ça donne. Et puis voilà, quoi, tu vois. Est-ce que tu aimerais en refaire, du coup? Est-ce que tu vas en refaire un? Ouais, bon, on s'était dit avec mon pote, ça pouvait être cool de le refaire à Paris, là, au Grand Palais, je crois que ça s'appelle comme ça, en 2026. Ouais. Parce que l'ambiance est bien, l'endroit est stylé et tout. Et cette fois, ça se préparait vraiment. Ça pourrait être stylé. Après, c'est pas un objectif. Est-ce que t'as pas. Alors, j'en sais rien, mais est-ce que tu voudrais pas en faire un simple? En fait, comme t'as un peu finalement une vision qui est antagoniste à pas mal de secteurs on va dire, du domaine remise en forme musculation, et que tu te caches pas des inimitiés un petit peu que tu peux avoir avec tous ces différents athlètes, tu vois. Est-ce que ça te permettrait pas de valider vraiment que ta méthode, elle est redoutable si t'en faisais un en pro, en single, et que tu faisais, je sais pas moi, je suis pas expert, mais j'ai pas mal d'amis qui en font beaucoup, je sais pas, que tu te rapprochais d'une heure 10 par exemple. Ouais, tu vois, qui a un temps incroyable en pro déjà. Bien sûr. Ouais. Tu vois, si t'arrives, tu dis écoutez, moi je fais du poids de corps, je cours un jour sur deux, j'ai même pas de planif sur ma course à pied, bam, je vous sors 1h10. Mais en fait, tu sais pourquoi j'en ai pas fait? Parce que je me suis tellement attaché à mon côté du mec sans étiquette, qui a sa méthode, qui a son truc, et qui fait pas comme tout le monde, parce que je me suis dit, bah en vrai, moi je m'en fous un peu de ce truc. Mais c'est vrai que tu as raison, ça peut être bien justement pour montrer que ta méthode est bien, pour aussi s'ouvrir un peu. Mais comme j'étais toujours resté un peu dans ma bulle du mec voilà, qui s'entraîne dans son coin, sans pour rentrer dans une case CrossFit, Aerox, truc machin, et bah j'avais, tu sais, je voyais pas ça comme un objectif, quoi. C'était un peu, je regardais un peu ça de loin, mais je me disais pas, ok, faut que je fasse ça, mais je vais peut-être m'y mettre, quoi. Je vais peut-être en tester un en pro, comme tu as dit, à fond, solo, pour voir ce que ça donne, et voilà. C'est quoi tes temps en course à pied? Parce que tu as dit que tu courais beaucoup. Après, par exemple, tu vois, moi, je suis un mec aussi, j'ai du mal à faire des trucs que j'aime pas. Par exemple, le rameur, je déteste ça. Je te comprends. Le skier, je déteste ça. Je fais pas d'Aerox, moi. Et ça, il y en a là-bas. Et tu vois, d'ailleurs, ça s'est vu sur la vidéo là, que j'avais fait. Je faisais n'importe quoi. Tu vois, je savais même pas comment mettre mes pieds sur le truc. Skier, que j'avais pas la bonne technique. Ouais. Y a pareil d'autres mouvements comme le slide pull, là, je faisais mal. En fait, moi, dès qu'un truc que j'aime pas le faire, je le fais pas. Tu vois, et ça, c'est des trucs que j'aime pas faire de base. Mais comme il y avait mon pote et tout, je me suis dit, bah, c'est cool, tu vois, ça a deux machins, donc c'est différent. Mais ouais, puis ouais, je sais plus ce que tu m'as dit avant. Là, je te demandais tes temps de course à pied, parce qu'on parle d'Aerox, c'est que tu cours, je parle un 10 kg, un semi, même un marathon, enfin, déjà fait. C'est quoi tes chrono-références? En 5K, bah, j'en ai pas fait énormément. Moi, je faisais plus du cours à la base, ça, vu que je viens d'un passif de sprinter. Après, j'ai augmenté un peu, j'ai fait un peu du demi-fond récemment, pas en compétition, mais à mon niveau. En fait, mes entraînements se rapprochaient plus du demi-fond que des trucs plus longs. Donc, je faisais pas mal de 400 mètres, de 800 mètres, de trucs comme ça. 400 mètres, j'avais fait 52, tu vois. Pas en compète, il y a la vidéo sur Insta où tout seul, je filme le stade et je me chronomètre. 800, j'avais fait 2,08, je crois. 1000 mètres, je crois que j'avais fait 2,53. 5 km, je crois que j'avais fait 18, 45, un truc comme ça. Oh, wow! Ouais. C'est quand ça? 2023. Après, j'en ai plus refait. D'accord. Parce que le long, en fait, moi, je fais du long en mode récup, je fais des footings de 10 km, tu vois, mais je fais pas du long en mode performance. Ok. Et 10 km, dis-toi, j'ai jamais fait 10 km à fond. J'aimerais bien me rapprocher. Souvent 10 km oui, mais en mode récup, pas à fond, tu vois. Ouais, ok. Ça, je vais le faire en 55 minutes, 53 minutes. C'est en mode une allure tranquille, quoi, pour varier un peu l'intensité, récupérer, faire un peu de volume, travailler la zone 2. Ouais, mais alors, les coureurs me corrigeront dans les commentaires si je dis une connerie, mais quand tu as un 5 bornes en 18-40... Ouais, parce que ça, c'est le fractionné, tu vois, je pense que ça m'a aidé. Et vu que c'est court, bah, j'arrive à... Ouais, mais tu peux décemment te dire que tu as un 10 en 41 ou... en tout cas, je pense qu'avec une préparation, je pourrais même descendre en dessous de 40, faire un 39, peut-être un 38. Avec ton poids de corps du jour. Je pense que c'est possible, parce que j'ai déjà vu des mecs balèzes aussi sur les réseaux faire des bonnes perfs, tu vois, sur 10 km et tout. Donc je me dis, avec une prépa spécifique, je pense que c'est possible. Ça te chauffe pas, là? Tu te dis pas, je vais montrer aux gens que je fais 90 kilos et que je claque 39 minutes sur... alors, il y a déjà des mecs qui l'ont fait, ça serait pas... Oui, bah après, oui, tu voilà. vois, il y en a beaucoup, même.
Mais bon, tu rentres dans le gratin, quoi. Franchement, ouais, c'est un bel objectif. Je pense que pour 2026, je vais essayer de concrétiser ça. Ah non, c'est un peu. Donne-moi des exclus, là. Donne de la valeur à cet épisode. Là, parle à ton audience. Dis-nous, les gars, en 2026, je vais accomplir ça. 2026, on va essayer d'envoyer des grosses perfs en course à pied, donc 10 km, 5 km, faire des bons chronos. On va se préparer spécifiquement. Donne des chronos, mouille-toi, donne des chronos. Vas-y, on va dire, j'aimerais bien faire un moins de 40 au 10 km. Un 39-50 déjà serait bien, un truc comme ça. Et ouais, déjà, ça sera pas mal. Ce sera un bon repère déjà sur 10 km. Si j'arrive à faire ça, je pense que ça sera un bon repère. 39-50 ? Ouais. Ok. Et après, Irox. Semi ? Non, ça t'intéresse pas ? En fait, le long, j'ai du mal un peu avec ça. Je suis pas trop fan du long. Ok. 10 km, ça va. Vu que c'est intense, ouais. Ça passe assez vite en vrai. Tu vois, même si c'est long en vrai, 10 km. Enfin, c'est long. Pour un mec qui vient du sprint, c'est long. Non, mais c'est long. En fait, c'est quand t'es à fond. Parce que le 10 km, t'es plus ou moins à fond tout le temps finalement, tu vois. Donc, ouais, le ressenti, il fait que c'est long, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Et Irox, t'as une projection ? J'ai pas trop les temps en tête. Les temps en tête, c'est si t'es en pro, si tu te rapproches de l'heure, c'est incroyable. Les gars, si je fais mon Irox à Paris avec mon pote Cyril, là, avec qui j'ai fait le premier à Genève, on va essayer de faire moins d'une heure cette fois-ci en pro. Moins d'une heure en duo, donc sur l'Irox à Paris. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est annoncé ? Ouais, c'est dit ? C'est dit. Tu bégayes pas ? Non. Tu reviens pas en arrière ? Non. Ok, ben on va suivre ça. Hein. Ouais, puis si c'est pas Paris, ce sera un autre, hein, parce que tu sais, des fois, c'est galère avec les places. Commence pas. Non, parce que j'avais mis une story justement pour ça, parce que c'était prévu. Et les mecs me disaient que les places, c'était super chaud à voir. Je suis sûr que même le management Irox, s'il te voit... franchement, si quelqu'un me voit du management et a des places pour Paris, les gars... vous avez Nico Sangohan, 200 000 abonnés sur Insta, qui attend que ça de venir faire un Irox à Paris. Parce que là, la chance que j'avais, c'est que c'était lui avec son taf, il en avait eu là, mais je sais que ça part vite. Tu vois, et si t'as une place en pro, en single, tu l'as fait ? En fait, single, je suis moins fan. Vu que c'est un truc qui m'ennuie oui, mais un peu. Quand tu veux savoir ce que quelqu'un vaut, t'as envie de le voir. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je me mets à la place de tes fans, et je suis sûr qu'il y en a plein qui vont regarder la vidéo. Ils veulent pouvoir dire mon gars Nico Sangohan en single, en pro. C'est vrai, bien sûr. Tu vois ? C'est motivant. Donc oui ou non, si l'Irox te sort une place... j'aimerais bien faire d'abord le pro pour voir et après le single. Comme ça, j'ai mon repère. Je vais pas te faire dire ce que t'as pas envie de dire. Voilà, tu vois. Ok, c'est propre déjà. Hein. J'aimerais un peu plus sur le perso maintenant, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Donc là, tu es à Dubaï. Ouais. Pour un mois, tu nous as dit. Ouais, ça. Déjà, c'est quoi ton opinion sur Dubaï ? Ça m'intéresse ça. Mitigé, tu vois, il y a du bon, il y a du mauvais, comme un peu partout. Tu vois, notamment, pour commencer par le positif, on peut parler de l'aspect sécuritaire, où tu sais que tu laisses de l'argent dans ta voiture, un ordinateur ou quoi que ce soit, à pas péter la vitre. Tu laisses ton sac pour aller courir, comme j'ai fait l'autre fois. Là, j'ai fait mon 10 km à côté de la plage. J'ai laissé mon sac sur un banc, je suis revenu, il n'a pas bougé. Donc le côté sécuritaire fait plaisir. Tu as laissé ton sac sur un banc ? Ouais. Dehors ? Parce qu'il n'y avait pas d'endroit. Et puis là, ma voiture, elle était garée un peu loin. Donc avec tes clés ? Ouais, mes clés, mon portable, voilà. Ok. Et je sais qu'ici, ça touche pas, donc ça fait plaisir. T'es pas là à être en alerte comme en France, où tu te dis, putain merde, est-ce que là, le mec, pendant que je vais là-bas, il va pas voler mes affaires, ou les mecs sont tout le temps en alerte. Par exemple, pour l'anecdote, l'autre fois, tu vois, je faisais une séance côte vers chez moi. Ouais. En plus, c'est un endroit qui est un peu excentré, c'est un peu la campagne et tout. Et tu vois, je laisse mon sac à dos accroché sur une barrière, tu sais, je m'échauffe et tout, je suis à 30 mètres. Hein. Ouais. Et je vois un livreur ou un mec en camionnette, je sais pas si c'était un livreur ou un mec du chantier. Tu sais, il me regarde, il me dit, excuse-moi, il est à toi le sac là-bas ? Je dis, ouais, pourquoi ? Il me dit, ah ouais, non, parce qu'en fait, ma soeur, elle a le même, elle fait du basket et je voulais savoir si c'était pas le sien, c'est pour ça que je dis, non, il est à moi. Et je lui dis, putain, j'aurais dû le prendre au moins, en fait, juste pour voir ce qu'il allait faire avec le sac. Et je me suis dit, ça se trouve, il voulait le prendre. Et c'est pas la première fois où, tu vois, je vois les gens, ils commencent à toucher mes affaires. Une fois, pareil, bon, là, c'était vraiment pas mauvais, mais tu vois, t'avais une fille qui avait ramassé mon portable parce que je l'avais laissé. Moi, j'étais en haut de la côte, tu vois. Mais en fait, juste le fait de toucher, tu vois, en France, j'ai l'impression que les gens peuvent pas s'empêcher de toucher un truc qui est pas eux. Alors que non, je l'avais laissé parce que moi, j'étais en haut, tu vois, et je voulais pas le mettre dans ma poche. Et ça, à Dubaï, il n'y a pas. Le mec, même si le mec, il oublie, bah, tu sais qu'il va se rappeler, il va se dire, ok, je l'ai oublié là, je vais revenir. Donc, c'est pour ça que, tu vois, je pense que c'est con de toucher les affaires. À Dubaï, je sais qu'on touche pas les affaires, et ça, c'est bien. Dans tout, tu vois, la voiture, pareil, je la ferme pas à clé, je laisse mes clés dedans. Mon appart, je laisse les clés, tu vois, enfin, je verrouille pas. Là, ouais. je rentre chez moi, la porte, elle est ouverte, tu vois. Et ça fait plaisir. Après, il y a le côté soleil aussi. Moi, je kiffe le soleil, tu vois, je kiffe m'entraîner torse nu dehors, kiffer, tu vois, prendre le soleil.
J'aime vraiment beaucoup le soleil. La pluie, le froid, ça me fait un peu déprimer des fois. Dubaï, il y a un très gros ensoleillement. D'ailleurs, ça fait un peu flipper des fois. Tu te crois dans une simulation. Tu sais, d'un jeu vidéo, le ciel, il est tout bleu, il n'y a pas un nuage. Et c'est comme ça, tu sais, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu sais, il n'y a pas un nuage. Mais en vrai, je kiffe parce que je me dis, ça fait plaisir. C'est beau tous les jours, tu prends le soleil, tu t'entraînes dehors, t'as pas froid, tu kiffes. Ouais, t'as bonne mine surtout déjà. T'as bonne mine, ouais, ça fait plaisir. Donc, ouais, point positif, sécurité, beau temps. Après, point négatif, je te dirais peut-être un peu beaucoup de trafic, tu vois. Quand tu prends la voiture, c'est chiant parce que tu es tout le temps dans les embouteillages, ça bouchonne et tout. Des fois, c'est un peu énervant. La qualité de l'air aussi, quand tu t'entraînes dehors, ça peut poser un peu problème. Je sais qu'elle n'est pas ouf. Elle est catastrophique. Tu as du sable dans l'air, tu as de la pollution. Quand tu regardes, je n'ai plus le nom de l'appli en tête qui recense les. Je laisse l'appli, j'ai oublié le nom, mais on me l'avait montré. Ouais. Dubaï est souvent dans le top 3 des pires grosses villes dans le monde. Devant même Mexico, Jakarta, devant des grosses villes. J'avais un mec que je coachais, tu vois, ici, il me montrait, et je lui ai dit, mais tu vas pas courir. Il m'a dit non, parce que là, regarde l'appli, là, ça montre que le taux de pollution il est trop élevé, donc je cours pas aujourd'hui. Donc les mecs, carrément, leur séance run dépend aussi de. Beaucoup de mecs. Dehors, tu vois. Et moi, j'avais pas ce truc-là. Moi, je me disais, bah, je m'entraîne dehors, je m'en fous. Ça m'a étonné d'ailleurs. Bon, après, là, il fait bon. Mais quand tu as couru à Kite Beach, là, que tu as mis tes premières stories, là, j'ai vu que c'était l'après-midi, je me suis dit. C'était 11h30, je crois. Ah, c'était 11h30 ? Ouais. Parce que, ouais, moi, j'évite maintenant, tu vois, un peu, je cours sur tapis parce que Après, le tapis, ça me fait chier, j'arrive pas. En fait, j'aime pas les sensations. J'ai l'impression que c'est pas mes jambes qui créent la course, la vitesse, c'est le tapis. Et tu sais, je suis là, je suis comme un hamster dans une roue et je me fais un peu chier, tu vois. Donc j'ai un peu de mal avec le tapis. Donc je vais à Kite Beach ou je vais dans des parcs comme ça. D'ailleurs, gros point positif aussi de Dubaï, on va en citer un autre, infrastructure de qualité. Donc il y a vraiment des salles de fous. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Toi qui vas pas en salle, mais il y a des salles de malades. Et là, par exemple, j'ai accès à une salle où tu as un sauna, un spa et tout. C'est vraiment qualité premium, quoi. Et tu sais, les mecs, ils font le ménage direct après que tu sors de la douche, le sauna, le service aussi. Ah, tu sors des toilettes, t'as un mec qui nettoie ton Exactement, chiotte, le clairement. service est de qualité vraiment premium ici. Et ça fait plaisir. Là où en France, les mecs, des fois, donnent pas très envie, que ce soit les serveurs ou les mecs qui travaillent, ça, ils vont pas forcément être super à cheval déjà sur la propreté. Et même le relationnel, tu sais, ici, les mecs, ils te sourient, ils disent « Ouais, comment tu vas ? Ça va, machin ?» Tu sais, ils donnent envie, les mecs. Donc ça, gros point positif aussi. Après, certains diront, même moi aussi, je le pense un peu, que c'est aseptisé, tu sais. Des fois, tu te crois dans un truc un peu qui n'est pas réel, une sorte de prison dorée. Tu me dis « Ok, je suis dans un truc, il y a tout. » Mais c'est vide à la fois parce que je ressens un vide, en fait, tu vois. C'est artificiel. Tu le ressens ? Moi, je le ressens un peu, des fois. Par exemple, quand je suis à District 1, là, il y a un lagon là, artificiel. Je me dis, putain, c'est vide, quoi. Tu sais, les mecs, ils ont fait un lagon artificiel. Genre, c'est comme une piscine, en fait. C'est pas naturel. Après, moi, je viens d'un endroit où il y a beaucoup de montagnes aussi. Donc, c'est peut-être pour ça, tu vois. J'aime aussi le côté nature. Mais même, par exemple, pour avoir été à Miami, je trouve que Miami, tu ressens plus ce côté authentique, tu sais, riche de culture. Beaucoup plus. Dubaï, il n'y a rien. Tu sais, j'ai l'impression que, d'ailleurs, c'est le cas. C'est une ville qui a poussé en 20 ans dans le désert. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de culture. Et je ressens un peu ce vide d'un côté, tu vois, malgré la qualité des infrastructures, etc. Et c'est un truc qui fait que quand je reste un peu longtemps ici, par exemple, je suis venu l'année dernière aussi, je suis resté 3 mois. À la fin, j'étais dégoûté un peu. Je me disais, je suis dégoûté dans le sens de la ville. J'étais content de rentrer. Parce que je me disais, ouais, je m'ennuyais. En fait, ce côté vide, tu vois, que je ressentais, commençait à peser un peu. Et ça m'a fait du bien, tu vois, de rentrer, de voir des environnements naturels, de sentir plus, tu vois, les vibes dans la ville, tu vois, l'authenticité de la ville, tu vois. T'as déjà, ça m'intéresse parce que moi c'est pas mon cas. Ouais. T'as déjà dragué à Dubaï, c'est comment ? Parce que non, mais c'est pas pour. C'est parce qu'en fait tous les gens célibataires avec qui je parle, qui essayent de draguer ou tu vois de gérer des nanas à Dubaï, tout le monde en vient au même constat de. En fait, la meuf, je sais pas si c'est une escorte. Ah oui, ça. Tu vois, il y a ce côté vraiment, tu sais jamais si tu parles à une nana en tant qu'individu ou si tu parles à une nana qui va te faire croire que à des fins pécuniaires, quoi. Il y a des signes qui trompent pas. Peut-être t'as une meuf, je sais même pas si t'as une nana. Moi, j'ai une meuf de chez moi, tu vois. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là où des fois tu peux être perdu parce que voilà, il y a plein de meufs ici, bon, on le sait, dans les villes comme ça, c'est des escortes ou quoi, tu vois. Moi, j'entends souvent des dire. Meufs d'OnlyFans ou je sais pas quoi. Trouver une meuf à Dubaï, c'est impossible. Je pense pas que c'est impossible parce que
c'est comme si elle disait ouais, mais à Dubaï, il n'y a que des mecs chelous, des escrocs, des scammers, alors que nous, regarde, on est à Dubaï et je pense pas qu'on est dans cette catégorie-là. Donc je pense qu'il faut pas généraliser non plus. Après, il y a des endroits qui trompent pas, genre boîte de nuit, machin et tout. Tu sais que c'est peut-être pas là où tu vas rencontrer les meufs les plus authentiques. Mais... Ouais, c'est ce que je dis des fois à des potes qui viennent, qui sont célibataires. Je leur dis, les gars, si vous traînez dans les lobbies d'hôtels 5 étoiles. Voilà, hôtel, lobby, machin. Mais si tu vas, je sais pas, moi, à Kite Beach le matin, tu vois une meuf qui court. Ouais. Je pense pas que ce soit une escorte. Tu vois, dans une salle, tu vois une meuf qui fait son training tranquille et qui casse les couilles à personne. C'est peut-être pas une escorte non plus, tu vois. Donc, pour toi, c'est pas foutu, on peut draguer à Dubaï. Non, je pense pas que ce soit foutu. Tu vois, c'est comme partout. Après, bon, vu que c'est une ville qui est grande, qui est en surpopulation, surdéveloppement, il y a tout le monde ici. C'est vrai que c'est ce qu'on peut voir au premier abord, mais je pense que ouais, c'est possible. Hein. Mais du coup, c'est quoi ton objectif avec Dubaï? Parce que c'est vrai que je vois souvent dans tes stories que tu es un peu critique, tu vois, tu glisses des messages en story sur ton mécontentement, justement, tu vois, sur le côté français un peu, tu vois, qui aime bien critiquer. Ouais, sur ton... Mais c'est vrai, encore une fois... Alors que je critique les deux, tu vois, autant la France Non, mais moi, en fait, je fais des constats, là, tu vois, et pour les gens qui te suivent, et qui te suivent pas, je veux dire, tu vois, en général, quand quelqu'un est un influenceur dans un domaine, à savoir le fitness, il s'en tient à ça, tu vois. Même si, bon, maintenant, de plus en plus, les gens donnent leur avis et tout, et ce qui est bien, hein, là, je suis vraiment pas en train de dire que c'est pas bien. Mais en fait, c'est vrai que tu prends souvent position en défaveur de la France ou des comportements français, je dirais plutôt. Je dirais plutôt les comportements, tu vois. Tu déplores souvent des comportements de gens, d'actions ou de choses un peu qui te... Et du coup, c'est quoi? T'en as ras-le-bol de la France et t'es en train de t'installer à Dubaï? La France, en fait, vu que j'ai grandi en France, j'ai grandi dans une petite ville, déjà, je me dis, j'ai envie de bouger, tu vois, j'ai envie d'explorer le monde, je suis jeune, j'ai envie de voir ailleurs ce qui se passe. Parce que moi, je viens d'une famille où personne n'est parti, tu vois. C'est une famille salariale, CDI, même taf toute la vie. Et moi, justement, je veux pas rentrer dans ce schéma-là. Je me dis, j'ai envie d'explorer le monde, j'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs. Du coup, je me fais mes petites expériences. Et Dubaï, c'était une de ces expériences parce que c'est une des villes qui est, entre guillemets, le centre du monde, hein, où tout se passe, tu vois. Comme des villes comme Miami, etc. Tu vois, il y a tout le monde ici. Il y a beaucoup de monde, il y a des opportunités. Comme je te disais en off, tu vois, ici, personne n'est chez soi. Tu vois, il y a tellement d'étrangers, que ce soit des Français, des Russes, des Anglais. Il y a 80% d'expats. Si c'est même pas 90, je sais plus. Tu vois, personne n'est chez soi. Et les vrais, tu vois, Émiratis, finalement, on les voit pas, tu vois, qui sont les vrais habitants de ce pays, tu vois, les Émirats, on les voit pas. Donc personne n'est chez soi ici. Et je trouve que c'est bien aussi pour le développement social, le fait de côtoyer des gens différents, tu vois, s'ouvrir aux autres, tu vois, et je trouve que c'est intéressant, tu vois, là où chez moi, en plus moi c'est une petite ville, tu vois, tout le monde se connaît et tu stagnes, quoi, tu vois, et moi je ressentais de plus en plus ce vide émotionnel et cette stagnation, tu vois, où les mecs se fréquentent uniquement parce qu'ils font partie du même taf ou qu'ils étaient dans le même collège ou le même truc, tu vois, ils se sont jamais diversifiés, tu vois, en termes de connexion et de... Ouais, mais du coup, si tu ressens un vide d'un côté chez toi, mais qu'après 3 mois à Dubaï, tu ressens aussi ce vide, du coup, c'est quoi la solution finalement? Ouais, en fait, comme on dit, on peut pas tout avoir. Malheureusement, il y a des avantages et des inconvénients. Donc pour l'instant, je me fais mes petites expériences. J'ai eu pas mal de bonnes aventures. Hein. Ici, j'ai rencontré des gens intéressants. Toi, tu vois, sans te saucer ou quoi, mais je t'aurais pas rencontré si, par exemple, j'étais resté chez moi. Et t'es une personne intéressante. Du coup, pour te rencontrer, il a fallu que j'aille à Dubaï. J'aurais pu te rencontrer chez moi. On sait ça pas. Aurait pu, clairement, parce que toi, t'es français aussi. Je crois que t'es pas super loin de chez moi non plus. Ouais. Ça aurait pu être possible, mais tu vois, là, les choses ont fait que... En fait, c'est vrai que c'est ce qu'on disait en off. T'as une espèce de truc acquis que... Ah, t'es à Dubaï? Ah, moi aussi. Tu vois, parce que bon, on le sait maintenant, le jeu des réseaux sociaux, des collabs, des trucs, c'est ça. Il y a un peu... Il a tant d'abonnés, j'ai tant... vas-y, on va pas se capter, enfin, tu vois. Mais j'ai l'impression que Dubaï met un peu ça de côté de... vas-y, je fais du contenu, tu fais du contenu, on est tous les deux à Dubaï, viens, on fait un truc stylé, tu vois. Ça. Et ça, c'est vrai que je le ressens, tu vois. Et puis, il y a aussi peut-être plus un lâcher-prise qu'en France, là où en France, les mecs seraient un peu plus distants, se diraient, ah, mais ce mec-là, est-ce qu'il va pas m'entuber? Est-ce que si? Tu sais, là, les mecs, ils ont plus de facilité à lâcher prise, j'ai l'impression. Vu qu'ils savent que c'est un pays, tu sais, super sécuritaire, autoritaire, machin, tu vois, il peut rien m'arriver. Donc, ok, pourquoi pas rencontrer ce mec-là, voir ce qui se passe. Et puis voilà, je pense que ça facilite la connexion, en tout cas, tu vois. Donc finalement, tu envisages de venir vivre ici? C'est une possibilité, mais pas toute l'année, par exemple. Tu vois. Par exemple, l'été, printemps-été, j'aimerais bien le passer en France.
Parce que j'aime beaucoup la France, tu vois, les paysages de la France, m'entraîner dans des endroits, tu vois, avec des montagnes ou la mer, ou tu vois, des endroits authentiques. Le sud de la France, j'aime beaucoup le sud, tu vois, ou chez moi, hein, les Alpes, etc. Mais je me verrais passer une partie de l'année ici, par exemple l'hiver, et rentrer en France, tu vois. Et en fait, pour être très honnête avec toi, ça a toujours été un de mes rêves. Tu vois, je m'étais dit, quand j'étais ado, j'aimerais bien rentrer en France que l'été pour m'entraîner et être dans un pays où il fait chaud l'hiver, tu vois. Et m'entraîner l'hiver dans un pays où il fait chaud. J'ai envie de te dire, c'est ce que font les très riches. Hein. Tu vois, les très riches, ils sont à Dubaï septembre à avril. En avril, il commence à faire très chaud, ils se barrent, ils vont en Europe en général, tu vois. Et ils reviennent quand il fait. C'était plus pour le côté, tu sais, training dehors, soleil. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dicté aussi par la météo, si tu veux, tu vois. C'est que quand il fait bon vivre à Dubaï, les gens sont à Dubaï. Quand il fait 50 degrés comme il fait l'été. Je pense pas que si, par exemple, Dubaï, là, il ferait 10 degrés à l'heure actuelle, je pense pas que ça aurait autant de charme, tu vois. Clairement, non. Enfin, après, on va pas se mentir, le principal atout de Dubaï pour les gens qui viennent, c'est l'imposition à zéro. C'est sûr que ça joue, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a d'autres pays, tu vois, qui ont il y a d'autres pays, ce truc-là, mais Dubaï, c'est un peu un tout, tu vois, et le soleil, c'est un gros plus. Et à la proximité aussi avec beaucoup de pays, c'est un peu un hub, quoi, tu vois. C'est un carrefour intéressant. Tu vas aller en Asie, t'es à la moitié du chemin. T'as l'Asie pas loin, t'as l'Europe à côté, franchement, tout est à côté, les Maldives, c'est pas loin, les mecs qui vont à Zanzibar, là aussi, c'est pas loin. Donc tout est à proximité, et c'est intéressant, en tout cas. C'est sûr, ouais. Du coup, si on parle un peu de ton... Comment tu gagnes ta vie finalement ? Est-ce que tu es coach ? Est-ce que tu fais des séances en one-to-one ? Est-ce que tu vends des programmes ? Est-ce que tes réseaux te rapportent un peu d'argent ? Comment ça marche pour toi ? J'ai un peu, vu que je suis un entrepreneur, tu vois, j'ai un peu différentes sources de revenus, dont les réseaux, tu vois, par exemple, avec des programmes que je peux vendre, avec... C'est quoi la majeure partie de tes revenus, disons ? Je dirais les coachings. Les coachings, ouais. Coaching, que ce soit en présentiel, que ce soit en digital, que ce soit... tu vois, à Dubaï, par exemple, j'ai un petit réseau de quelques clients que je m'étais fait l'année dernière, où tu vois, je vais les entraîner 3-4 fois par semaine, et c'est une source de revenus. En plus, si ça marche bien mieux qu'en France, en termes de revenus, parce qu'en Ton prix est différent en France et à Dubaï sur les coachings ? Oui, en France, déjà, il y a beaucoup moins de demandes. Après, moi, je viens d'une petite ville, hein. Peut-être que si j'étais à Paris, je te dirais autre chose, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'en France, déjà, il y a moins la culture du sport et la culture de se dire, OK, je vais payer un coach pour m'entraîner, tu vois. Les gens, j'ai l'impression qu'ils se disent, j'ai un billet de côté, je vais peut-être m'acheter une nouvelle paire de chaussures que payer un mec pour m'entraîner. En fait, ils ont un peu plus de mal à valoriser ce truc-là, en fait, tu vois. Alors que dans les pays anglo-saxons, même à Dubaï, c'est normal, tu vois. Moi, j'ai mon coach, il m'entraîne. Tu sais, c'est comme faire les courses, c'est comme ça fait partie de... Après, oui, ça, c'est des mecs qui ont une certaine vie aussi. Hein. C'est pas des mecs qui gagnent. Oui, mais c'est vrai que des fois, même, tu vois, je suis surpris. Je vois des gens, je me dis pourquoi lui, il a un coach. Alors, tout le monde bénéficie d'avoir un coach, vraiment. Toi, moi, tout le monde. Mais il y a des gens, tu te dis, bon, le mec, c'est propre, il a déjà. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment. Et il y a ce côté un peu social aussi. Tu vois, tu passes du temps avec ton coach, 2 heures, 3 heures par semaine. Tu te fais un réseau. Et oui, il y a aussi, je pense, ce côté un peu de je me décharge de ma planification et de ces choses-là, qui est complètement légitime. Hein. Un côté relationnel aussi que les gens aiment bien, tu vois, quand ils s'entendent bien avec leur coach, machin, tu sais, des fois ils te racontent un peu leurs trucs, leurs histoires. Oui, c'est ça. Et c'est un peu un tout, tu vois. Et les gens, du coup, que tu coaches en présentiel, tu les coaches sur ta méthode, donc uniquement poids de corps, ou vous allez en salle ? En fait, ça m'arrive, mais la plupart du temps, 90% du temps, c'est en salle, hein, vu que c'est des mecs qui ont une salle dans leur building, comme à Dubaï. D'accord. Ou qui s'entraînent en salle, tu vois, j'ai l'accès à leur salle aussi. Mais en fait, c'est plus de la remise en forme, la plupart des trucs que je fais, que des mecs qui veulent devenir des athlètes. Tu vois, ma méthode, moi, c'est vraiment un truc poussé performance. Et les gens que je coach, c'est plutôt des mecs qui veulent se remettre en forme, juste être bien physiquement, tu vois, perdre un peu de gras, prendre un peu de muscle, mais sans être trop dans la performance. Donc, c'est plus salle, que ce soit salle commerciale ou salle dans les buildings comme ici. C'est plus sur ça, ouais. T'essayes pas de les convertir au poids de corps finalement, les gens que tu coaches ? En fait, des fois je leur propose aussi, mais comme la plupart ils ont pas un niveau pour moi qui est assez, tu vois, avancé pour faire du poids de corps. En fait, ils vont pas kiffer si je les mets au poids de corps. Tu vois, s'ils arrivent pas à enchaîner déjà 5 tractions ou même pas, s'ils font même pas une traction. Oui, parce que des débutants ils font pas une traction. Tu vois. Ouais. Des fois, je leur fais faire un peu de poids de corps avec des tractions australiennes. Des pompes sur les genoux. Je fais des petits circuits où j'incorpore du poids de corps aussi. Mais sa dominante machine poids, tu vois, plutôt. Ouais. D'accord, ok. Donc plutôt en salle pour tes clients et pour toi... c'est ça. Ouais.
Et à côté de ça, donc tu vends des programmes aussi Ouais, j'ai mes programmes Gohan Performance, tu vois, qui est ma méthode d'entraînement, où dedans, tu retrouves tous mes trainings de la semaine, mon alimentation, etc. Où les mecs, justement, qui veulent s'entraîner comme moi, ont accès à tout ça. Donc c'est quoi, voilà. Tu mets ta planif à toi que tu m'as dispo, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et tu scales pas, c'est-à-dire que peu importe que le gars soit débutant ou avancé, il n'a pas le choix, ou il y a des alternatives. J'ai 2 programmes, donc j'ai le programme Gohan Performance qui est fait pour les avancés, j'ai le programme Gohan Evolution et Gohan Ado qui sont un peu les mêmes, où c'est pour soit les adolescents ou soit les débutants. D'accord. J'apprends aux gens comment maîtriser le poids de corps en partant de zéro. Donc même si le mec il n'arrive pas à faire 5 pompes, je lui apprends comment franchir les paliers. Tu vois. C'est un peu la méthode Lafay finalement, non? Ouais, avec des techniques justement de progression, tu vois, par palier. Par exemple, commencer en iso, après en excentrique, faire des pompes sur les genoux si on n'arrive pas à les faire tu vois, avec ton poids de corps. Et je joue sur les paliers, tu vois. Et l'idée, c'est au fil des semaines, arriver à maîtriser traction, pompe dips, et après augmenter les reps, et puis voilà, quoi, tu vois. C'est quoi, du coup, pour toi, en combien de temps quelqu'un qui ne fait aucune traction peut espérer faire 2 tractions propres en pronation? C'est quoi à peu près les... Après, tout dépend de l'antécédent. Si le mec, avant, il faisait du sport, si le mec, il est juste débutant, ou alors s'il est débutant, mais il est en surpoids, c'est un autre facteur aussi, le poids. Tu vois, s'il fait 110 kilos et que tu prends un autre mec qui va faire, 70 kilos et qu'il est débutant, oui, il n'a pas la force pour faire les tractions, mais il va progresser beaucoup plus vite parce qu'il n'aura pas le facteur poids qui va le gêner. Donc, ça dépend, franchement, ça dépend. Ouais, c'est dur de donner une tranche comme ça, tu vois. Ouais, je comprends. Du coup, c'est quoi tes projets? Tes projets sportifs, on a dit donc le... Ouais, là, on a dit que ça pouvait être cool, tu vois, de faire une performance intéressante sur l'Aerox, donc sous les 1 heure, là, en duo, tu vois, sur l'Aerox. Là, je pensais plus à des ambitions pro, tu vois. Ah, mes ambitions pro. Ou est-ce que, je sais pas, tu vois, les fameuses questions de tu te vois où dans 5 ans? Ouais. C'est quoi un peu tes ambitions, quoi, tu vois? Mes ambitions, déjà, c'est de pouvoir m'entraîner, pouvoir être indépendant et m'entraîner le plus longtemps possible dans ma vie, tu vois. Donc, pas dépendre d'un patron, pas dépendre d'un salaire, tu vois, pas être dans le salarié. T'as déjà travaillé salarié? Ouais, j'ai déjà travaillé en intérim, j'ai fait un peu, tu sais, tous les petits tafs chiants, que ce soit dans le bâtiment, tu vois, déménagement, agent d'entretien, préparateur de commandes, tous ces trucs. Et je me suis dit que, en fait, je voulais pas faire ça toute ma vie. Je voulais être libre. Je suis quelqu'un qui aime la liberté, tu vois, qui aime l'indépendance, soit géographique ou financière. Me dire, ok, là, j'ai envie d'aller là, je peux. Là, j'ai envie de m'entraîner là, je peux. Après, bien sûr, ça demande quand même une certaine stabilité financière, parce que sinon, tu t'en sors pas. Mais mon objectif, c'est d'être ça, le plus libre et indépendant possible dans ma vie, le plus longtemps possible, sans être forcément millionnaire ou quoi que ce soit, mais juste me dire ok, là, j'ai envie d'aller là, je peux y aller, j'ai envie de m'entraîner là, je peux y aller, j'ai mon cadre de vie, mon confort de vie qui me permet de le faire, donc voilà. Et pour ça, je mets des choses en place, donc que ce soit par des investissements, que ce soit par des trucs que j'essaye de planifier, tu vois, on en revient à cette vision long-termiste qui vont faire que à 40 ans, je pourrais toujours taper mon 10 km le matin, et je serais pas obligé de me dire, ah putain, mais là, il faut que j'aille travailler parce que sinon, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et de surcroît, faire un taf que j'aime pas, tu vois. C'est vivre de sa passion, faire des choses qui me rendent heureux et puis être libre, indépendant. C'est ça, mes objectifs. Avoir une famille, ça t'intéresse? Bien sûr, avoir une famille, ouais. Ça, c'est un de mes objectifs aussi. Des enfants? Des enfants, ouais. Autour de la trentaine, j'aimerais bien, tu vois. D'accord. Là, j'ai encore un peu le temps. Après, ça se trouve, ça sera avant. C'est pas un truc qu'on prévoit vraiment, je pense. Non, mais à l'inverse, il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants, par exemple. Oui, surtout maintenant, de plus en plus, on entend ce truc-là. Mais moi, je pense que j'aurais un vide dans ma vie. Si je me dirais, j'ai 50 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai jamais eu d'enfant. Ouais. Je pense que j'aurais quand même un vide dans ma vie. Donc, c'est un objectif aussi, ouais, c'est sûr. C'est tellement incroyable. Ouais, toi, j'ai vu, t'avais un jeune garçon. Ouais, j'ai Oscar, qui a 4 ans. 4 ans, ouais. Et c'est... Ouais, c'est... Tous les jours, c'est encore mieux que la veille, en fait. Ouais, Les interactions, de le voir découvrir la vie. Enfin, tu vois, et puis, tu vois, de l'imprégner un peu de ce qui me tient à cœur. Enfin, tu vois, de me dire, je veux que mon fils, il ait les mêmes valeurs, qu'il soit sportif, etc. Enfin, tu vois, c'est Alors, faut pas concevoir son enfant comme un projet. Bien sûr. Mais tu vois, tu sais que t'as un petit être que tu peux façonner avec ce que tu penses être, encore une fois, les bonnes valeurs, etc. Ouais, c'est ça. Et tu vois, on en revient à ce que je disais avant, le fait d'être libre, tu vois, géographiquement, financièrement et tout, t'as beaucoup plus de temps pour éduquer le mieux possible tes enfants, être présent pour eux, tu vois.
Parce que grandir avec, je sais pas, un papa qui travaille toute la journée et qui le voit que le soir fatigué, je pense que c'est moins épanouissant pour l'enfant, tu vois. Donc on en revient à ce que je disais, je pense que c'est vraiment un bel objectif parce que tu peux et t'occuper de ta famille et être heureux et faire ce que tu veux, tu vois. Et voilà, quoi. Bah écoute, ça passe vite. Ça fait plus d'une heure et demie qu'on parle. Ah ouais, je sais même pas. C'est clair, pour moi, elle a commencé à 10 minutes. Hein, j'aime non, pas ça fait 1h40 là qu'on parle. Là. Ah ouais, ça passe vite. C'était vraiment cool en tout cas. Ouais, pareil, hein, franchement, j'ai beaucoup apprécié d'échanger, surtout que c'est un format auquel j'étais pas familier du tout. Hein. Moi, mes vidéos, c'était des vidéos courtes où voilà, je montrais des exos de muscles, on a quand même papoté, on a parlé de choses plus personnelles. Bah je pense hein, qu'on te connaît mieux, quoi, tu vois. Ouais, je pense aussi. En tout cas, c'est l'idée des podcasts à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Hein, alors après, j'imagine qu'il y a des questions que peut-être certains auraient aimé que je te pose et que j'ai pas posées. Oui, bah après, il y a toujours en commentaire, tu vois. Des trucs qu'on aurait pu dire en plus. Il y a des choses que j'ai oubliées que tu aurais aimé qu'on mentionne un petit peu, ou qui te tiennent à cœur, ou un message spécial que tu veux passer. Je sais pas, peut-être que je m'en rendrai compte plus tard. Souvent comme ça, je me dis ah merde, j'ai pas parlé de ça. Ouais. Mais là, t'as un livre de chevet ou ton dernier livre que t'as lu, ou est-ce que tu t'es branché là-dessus Le dernier livre que j'ai lu, bah tu vois, c'est intéressant. Enfin, je l'ai pas encore lu, je l'ai pas encore fini. En fait, c'était un abonné que j'avais rencontré, qui avait fait une vidéo YouTube avec moi, tu vois, j'avais fait un concept où j'invite des abonnés à s'entraîner avec moi. Et là, c'est tombé sur lui, donc le mec, il est venu, on a fait une séance. Et il m'a offert un livre, tu vois, qu'il avait écrit, où il raconte un peu son parcours, et notamment son enfance qui a été un peu difficile. Le mec a écrit sa biographie. Ouais, finalement. Il a écrit un peu une biographie, et j'ai trouvé ça intéressant. En fait, j'ai pas eu le temps de le lire, parce que j'avais commencé en partant, un peu dans l'avion, et dès que je suis arrivé là, comme j'avais des journées qui s'enchaînaient, j'avais pas forcément le temps. Et il racontait un peu son autobiographie, notamment des traumas un peu qu'il a eu à l'enfance. Je crois qu'il avait eu un viol, tu vois, un truc comme ça. Okay. Mais pourtant, moi, quand je l'ai rencontré, je me serais jamais dit ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, je vais continuer dès que j'ai le temps à reprendre la lecture. Et ouais, je trouve que c'est intéressant aussi de lire aussi et de pas que être sur le format digital et écran, tu vois. C'est un truc que je faisais beaucoup ces dernières années. Je pense que c'est bien aussi de revenir aux bases sur la lecture. Et puis ouais, c'est intéressant. C'est très intéressant. Bah écoute Nico, je te remercie. Merci à toi de m'avoir invité. Merci de ta présence. Je suis honoré aussi. Franchement les gars, j'espère vous apprécier. C'est le premier podcast avec Nico Sangohan sur YouTube. Ouais, c'est ça, premier podcast. Peut-être pas le dernier, hein, si jamais on en fera évidemment. On en refera. Tu sais quoi, on en fera un l'année prochaine après. Ouais, pourquoi pas. Après ton Ironman, c'est 10 km. Ouais. Pour set up les nouveaux objectifs. Ouais, puis je pense qu'il y aura des choses qui auront évolué encore dans ma vie, tu vois. Je te le souhaite, c'est sûr, tu vois. Voilà, en tout cas, j'espère les gars que vous avez kiffé. Moi, je vous demande rien de plus que de liker la vidéo, de la partager, de donner de la force à Nico sur ses réseaux. Merci. Évidemment, les réseaux seront en description. Vous savez, hein, YouTube, c'est un game, c'est long, ça prend du temps, ça demande un investissement aussi. C'est vrai. Donc voilà, donnez-nous de la force. La chaîne YouTube de Nico que je mettrai aussi, que tu as commencé récemment. Ouais, j'ai commencé ça fin septembre, à développer un peu le contenu plus long format YouTube. J'ai vu. Des vlogs, etc., training. Et puis moi, sinon, si vous voulez vous faire coacher ou accompagner, il y a le programme Attitude 60 que vous connaissez. Pareil, il y a le lien qui est dans la description. C'est un programme gratuit, 60 jours. Je le pense, ça peut vous changer la vie. Parce que ça balaye tous les aspects finalement qu'on a évoqué aujourd'hui, à savoir le développement physique, le développement intellectuel, émotionnel. Vraiment une approche holistique qui, je pense, comme l'a dit Nico, manque un peu de nos jours parce qu'on n'est que dans le digital, on n'est que dans l'instant, on est dans l'impatience en permanence. Et à travers ce programme, moi je vous invite à faire des choses qui vont un peu à l'encontre de cette impatience et de cette... De ce côté pressé qu'on peut tous avoir, moi le premier. Voilà, donc c'est gratuit, je vous invite à rejoindre ça et ensuite vous allez recevoir des mails et ça se fait tout seul. En tout cas, merci Nico. Merci à toi Vincent, c'est un honneur. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne les gars. Ciao les gars. Ciao, bye bye.